Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et nous sommes au dimanche 28 avril 2019. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme on l'avait dit, il était nécessaire que nous développons un sujet que plusieurs de nos compatriotes ne connaissent pas. Ce qui se passe, bonsoir à tous qui ont le temps de se connecter, voilà. Sur l'exploitation du fer de Zanaga. Hein, il y a plusieurs minerais qui sont en train le Congo aujourd'hui exploite plusieurs minerais, mais nous allons nous concentrer sur le fer de Zanaga. Bon, nous allons parler des titans ici, hein, des hommes puissants, des entreprises qui sont très puissantes, des entreprises qui sont aussi liées à des activités de la criminalité, hein, on peut le dire comme ça. Nous allons citer quelques noms de ces entreprises et nous allons expliquer en réalité dans ce message, dans cette présentation, le pourquoi de notre présentation. Avant de commencer, je tiens à apporter tout mon soutien à Marc Mapingu. Bon, nous avons tous vu quelques attaques qui font le tour du net. On accuse sans pourtant apporter des preuves. Hein. On a toujours dit que il faut, si vous êtes dans le système du baie vitré, mieux vaut avoir vos preuves avec vous. Le système du baie vitré, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc quand on porte des attaques à un individu, il faut avoir des preuves solides et les présenter à la population congolaise. Vous voyez? Donc si vous ne présentez pas les preuves, vous ne pouvez pas vous retarder sur des suppositions. C'est ça en réalité, chers amis. Parce que les attaques que nous avons vues, oui, Marc Mapingu travaille pour Sassou, il n'y a aucune preuve qui nous le démontre. Hein. À ma connaissance personnelle, je ne vois aucune preuve. Nous avons vu Marc Mapingu dire non à Sassou, il dit non au dialogue. Il sait qu'on ne peut pas avoir une solution politique avec Sassou, voyez. Et on le voit dans tous les combats, que ce soit le combat sur le terrain, il est toujours présent aux côtés de nos frères, ceux qui sont en France. On ne peut pas dire que simplement vous venez accuser quelqu'un parce que vous avez une affaire de jalousie ou de haine contre ce compatriote, Marc Mapingu. En tout cas, moi, je soutiens Marc Mapingu parce que, à ma connaissance personnelle, je ne vois pas le mal que ce monsieur a fait. Je ne vois aucun rapprochement de ce monsieur avec les gens du régime Sassou. Hein, parce que si Marc Mapingu avait des ramifications dans le système Sassou, on aurait vu Marc Mapingu quand Clément Mirassa était venu en 2017 à Paris pour venir essayer de convaincre les Congolais de Paris à aller à un dialogue à la sauce Sassou. Marc Mapingu n'était pas là. Sassou est venu en France, on a vu les Makomé et tout un groupe qui se sont organisés pour aller au Bristol chercher à rencontrer Sassou. Marc Mapingu n'était pas là-bas. Vous voyez, des gens qui se sont organisés de créer un gouvernement qui va travailler avec Sassou. Marc Mapingu n'était pas avec eux. Vous voyez, chers amis, donc vous ne pouvez pas simplement essayer de venir gaspiller la réputation d'un homme parce que vous ne l'aimez pas. Mais la personne n'a pas envie de vous dire ce qu'elle fait. Son cabinet, les affaires de son cabinet, ça c'est de communication, ça sont de ses affaires personnelles. Il n'a pas envie de venir vous dire qui il emploie, qui il paye, et ainsi de suite. C'est quoi ce comportement-là? Moi, je m'adresse particulièrement à ces compatriotes hein, qui a fait cette vidéo-là. On dit c'est simplement de la mauvaise pensée. Hein. C'est vraiment le salissage, comme on a tendance à dire. Mais malheureusement, vous avez choisi un individu qui a tout le soutien des Congolais parce que, à notre connaissance, parce qu'il faut le dire, hein, le monsieur qui est venu apporter des accusations, nous fonctionnons dans le système du baie vitré. Hein. Dans le système du baie vitré, des gens qui nous donnent des informations, ce sont des gens qui sont costauds, qui sont même à l'intérieur du système Sassou, qui sont fatigués de ces systèmes. Sinon, ce système aurait déjà nous informé que voilà les rouages ce qui se passe avec Marc Mapingu et nous donner le dossier de Marc Mapingu avec le système Sassou. Voyez? Mais nous avons mis notre machine en marche après votre vidéo, mais
on n'a rien détecté que ce monsieur est en conflit avec, il est en connivence avec les gens de Sassou. Donc, évitez de salir des compatriotes qui ont une certaine visibilité. C'est ça la réalité. C'est quoi votre but en venant avec cette vidéo? C'est quoi votre but de salir ces compatriotes? Moi, nous avons toujours pensé que vous voulez vous attaquer. Attaquez-vous à Sassou, celui-là qui a plongé l'économie du Congo, celui qui a mené le Congo à la banqueroute. Tout à l'heure, nous allons vous faire la présentation de Zanaga Iron Ore, donc l'exploitation du minerai de fer de Zanaga. Vous allez comprendre. Est-ce que Mac Mapingu est dans ces rouages-là? Non, 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 il n'est pas là-bas, chers amis. Alors, si Mac Mapingu travaille avec Sassou, Boao est venu à Paris. Hein? Ça, c'est notre frère Ayatonga qui est rentré dans son système du baie vitré, son système de renseignements, il vient de nous le dire, avec un passeport diplomatique. Mais nous savons qu'il y a un décret que Sassou a signé, compte tenu du scandale de ces passeports diplomatiques, une prolifération des passeports diplomatiques que nous avons vus au niveau du Congo. Ils sont venus avec un décret qui, donc ce décret permettait tout simplement à l'élimination, simplement à la suspension de pouvoir essayer d'attribuer ce passeport diplomatique aux anciens diplomates, aux anciens ministres, aux anciens députés du régime Sassou. C'est eux-mêmes qui l'ont dit dans leur décret. Alors on ne peut pas comprendre que si s'avérait que M. Boao est en France avec un passeport diplomatique, moi je crois à ce qu'Ayatonga me dit, parce que ce monsieur est dans les réseaux, comme d'ailleurs nous sommes dans les réseaux. Donc je donne 100% raison à Ayatonga et je supporte 100% les propos d'Ayatonga. Quand il dit que M. Boao est venu en France avec un passeport diplomatique, lui qui ne fait plus partie du régime de Sassou, lui qui n'est même pas député de Sassou, lui qui fut un ancien ministre, donc par rapport au décret signé par Sassou, il n'a plus droit au passeport diplomatique, excusez-moi, au passeport diplomatique. Mais il vient en France avec un passeport diplomatique et il vit toujours dans l'obscurité. Quand il vient avec un passeport diplomatique par les chemins obscurs, c'est simplement ce que nous appelons la diplomatie de l'ombre. Éventuellement, essayer de raccorder tout ce petit groupe de Paris qui a formé un gouvernement. Ceux-là qui vont être reçus d'ici peu par l'ANSEMIFAL, éventuellement pour les amener à Brazzaville, aller mener, donc jouer un coup d'État à la diaspora congolaise. Oui, chers amis. Donc, on n'a pas vu Mac Mapingu à l'intérieur. Donc, moi, j'aimerais dire, par exemple, à notre frère Christian Perrin, que moi j'admire beaucoup, qui a redistribué cette vidéo-là pour dire, voilà, celui-là qui vient de dire la vérité. Mais le monsieur a dit quoi dans sa vidéo? Quelles sont les preuves qu'il a apportées pour dire que Mac Mapingu est en connivence avec les gens de Sassou? Donc, si vous voulez faire du système du baie vitré, apportez vos preuves pour soutenir vos arguments, comme d'ailleurs nous soutenons tous nos propos avec des preuves à l'appui. C'est ça que nous voulons dire. Donc, nous tenons à supporter énormément Mac Mapingu dans cette campagne de salissage qu'on a mis contre lui. Voilà. Maintenant, si Ayatonga est venu avec un propos très, très dur, ça donne encore quoi? Ça vous donne encore la véracité de cette classe politique qui est simplement de piétiner la jeunesse congolaise, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que sous Sassou, des gens qui ne dépendent que de Sassou. Parce que si les Mounari viennent de réclamer, dire que leur passeport a été confisqué, ils ne peuvent même pas voyager à l'intérieur, si Paulin Makaya nous dit qu'on l'empêche même de sortir du Congo, tout ce que nous avons vu dans les médias, on ne peut pas comprendre que Boao, qui faisait partie de cette opposition que Sassou a déclarée de radicale, que Boao se retrouve en France avec un passeport diplomatique. Donc ça vous donne simplement une idée claire de cette vieille classe politique qui a toujours travaillé pour Sassou, mais qui ne sera jamais là pour le peuple congolais, malgré que ce même Sassou a pillé le Congo, nous allons le démontrer, a détruit l'économie du Congo, et en train d'emmener le pays là dans les abîmes. Il y a encore des Congolais qui sont là en train de les ressusciter. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que ces gens-là sont autour de Sassou parce qu'il est l'unique qui essaie de garantir tous les privilèges que les gens là ont. C'est ce que nous avons toujours dit. Donc là encore, ça vous démontre que c'est encore des gens qui sont dans de sales boulots pour continuer à nous faire miroiter Sassou comme étant la solution des problèmes du Congo. Mais on le dit, Sassou n'est pas la solution. Ce type, il faut le virer d'une manière claire. Et on demande aux Congolais réellement
de haïr ce monsieur. C'est ça la réalité, hein, parce que de haïr ce monsieur. Parce que s'il y a des gens qui sont encore là en train de supporter Sassou, et il y a encore des compatriotes congolais, un homme de la carrure de Boao, venir essayer de venir, comme on dit, dans l'obscurité à Paris pour essayer de motiver les gens à aller soutenir Sassou. Alors là, ça pose véritablement un problème. Parce que ça nous donne envie de vomir. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter et à tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Rapidement, nous allons rentrer dans notre sujet. Excusez-moi. Zanaga Iron Ore. Donc simplement, le minerai du fer de Zanaga. C'est simplement ça signifie ce que ça veut dire. Mais je suis sûr que le direct d'aujourd'hui va créer beaucoup de problèmes. Hein, potentiellement aux attaques personnelles à l'égard de Bernard Pongui. Mais nous avons dit que nous sommes à l'étape de l'esprit, rien ne nous fait peur. Nous allons tout dire et nous allons dénoncer des noms. Nous savons, très chers amis, le Congo est doté des ressources minières très importantes et aussi d'un grand nombre de potentiels géologiques. Cependant, le Congo n'a jamais été un pays producteur de minerais, comme vous le savez. C'est depuis 2005 que Sassou Nguesso a donc pensé mettre en place ce que nous appelons le code minier du Congo. Bon, depuis ce temps, donc depuis 2005, de nombreuses études de faisabilité réalisées par beaucoup des entreprises extérieures, donc des entreprises minières, ont prouvé la potentialité du Congo en matière de minerais. Bon, comme vous le savez, la plus grande partie des minerais du Congo se retrouve dans des zones enclavées, tout simplement dans des zones qui sont excentriques au grand centre urbain. Nous voulons ici parler de Brazzaville, nous voulons parler de Pointe-Noire, mais plus précisément Pointe-Noire parce que Pointe-Noire a un port maritime, vous voyez. Et donc, ces entreprises qui vont donc essayer d'exploiter ce minerai vont donc rencontrer quelques difficultés, éventuellement des difficultés liées à des problèmes de transport, des problèmes d'électricité et simplement des problèmes en approvisionnement en eau potable, aussi en communication. Donc, vous voyez que donc, pour extraire ce minerai, il faut donc un investissement de base, éventuellement sur des infrastructures, ici que nous sommes en train d'appeler. Bon, Sassou, dans sa petite tête, toujours dans ses calculs de l'homme vampire des minerais du Congo, avait donc pensé que la diversification de l'économie du Congo doit forcément passer par l'exploitation de ces minerais que nous avons ici au Congo-Brazzaville. Donc, ceci se confirme éventuellement, ceci se confirme par ces autorisations qu'il a eu à donner, des permis d'exploitation, des permis de recherche qu'il a eu à donner à plusieurs entreprises internationales qui sont arrivées sur place au Congo-Brazzaville. Éventuellement avec le lancement de ce que lui il a appelé dans sa petite tête de l'homme malin, mauvais gestionnaire, de pilleur, qui ne pense qu'à voler l'argent du Congo, de ce que lui il a appelé le projet de cartographie minière du Congo. Cartographie minière du Congo. Comme vous le savez, toutes ces études ont démontré que le Congo a des potentialités en matière de minerais de fer, ce qui placerait le Congo parmi les pays producteurs du fer au niveau du monde. De même, le Congo pourrait devenir un acteur majeur dans la production d'engrais, des engrais chimiques. Les engrais sont très importants en ce qui concerne l'agriculture, même dans le domaine chimique, vous voyez, chers amis. Et puis, si nous essayons de regarder que, selon les études qui ont été rapportées, si le Congo pouvait produire plus de 3 millions de tonnes par année de potasse ou 4 millions de tonnes par année de phosphate, vous voyez que la position que ça donnerait dans ce pays-là, si nous avons des gens qui réfléchissent, c'est-à-dire des responsables politiques et des responsables économiques qui ont des têtes posées, des têtes bien faites, des gens qui ont une vision, ces gens-là pourront donc essayer de ramener le pays vers une nouvelle direction. Voilà. Bon, les phases de prospection, ont aussi démontré des gisements polymétaux non ferreux, tels que vous aviez le cuivre, le plomb, le zinc. Tout ça, ça a démontré avec les études de faisabilité, les études
préliminaires qui ont été effectués sur les minerais du Congo. Et puis vous avez aussi le secteur, les secteurs aurifères et diamantifères se développent à petit feu aussi. Donc, chers amis démocrates africains, nous allons simplement essayer rapidement de vous tourner notre caméra pour vous présenter en quelque sorte, cette carte qui va donc nous ramener dans notre développement d'aujourd'hui. Cette carte qui est essentiellement basée sur l'exploitation du fer au Congo-Brazzaville. Bon, voilà. Parmi la cartographie des minerais du Congo, que ça soit mis en place, vous avez donc cette carte-là que nous appelons ici la carte de l'exploitation du fer au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez ici, principaux projets d'exploration, d'exploration et d'exploitation des minerais de fer au Congo-Brazzaville. Bon, comme vous le voyez, nous avons là la carte du Congo. Dans la partie nord, nous avons le mont Nambemba. Donc là aussi, il y a des grandes quantités du fer. Éventuellement, le Congo est rentré en partenariat avec le Cameroun pour essayer de regarder les modalités d'exploiter ce fer-là. Mais nous reviendrons sur le sujet d'exploitation des minerais du fer du Nord dans un autre direct. Et puis vous avez éventuellement Avima, ça aussi c'est un secteur qu'on a découvert des grands gisements de minerais de fer. Et puis vous avez éventuellement Badondo, ça aussi dans la partie nord, éventuellement vers les zones de Sembe, donc dans le département de la Sangha. Et donc vous voyez ces zones-là. Et puis ici vous avez éventuellement le fer de Zanaga, ça c'est nous sommes dans la partie sud du Congo. Et puis vous avez éventuellement Mayoko Musenjo, là encore ça c'est un grand gisement qui est là, du fer. Et puis vous avez Mayoko Lekumu, donc éventuellement entre la frontière entre la région de la Lekumu et la région du Nyari, là aussi vous avez des minerais. Maintenant, si vous essayez de regarder les grands centres urbains, vous avez Brazzaville, vous avez Pointe-Noire. Le chemin de fer qui existe aujourd'hui de Brazzaville et Pointe-Noire est devenu impraticable parce que nous faisons face à un homme qui n'a pas de cerveau, un homme qui a expressément décidé de briser l'économie du Congo. Nous avons toujours dit que le chemin de fer Congo-Océan représentait la colonne vertébrale de l'économie du Congo, donc le pilier de l'économie du Congo. Vous voyez que les marchandises qui vont quitter le nord du pays ou même les pays comme la République centrafricaine, certaines marchandises ne peuvent que trafiquer par le fleuve Congo et éventuellement arriver à Brazzaville et donc emprunter le train. Vous voyez que Sassou a simplement décidé de broyer l'économie, donc en brisant le chemin de fer Congo-Océan. Éventuellement, l'autre partie du chemin de fer, ce qui partait éventuellement de Mombelo jusqu'à Mosenjo là-bas, donc le chemin de fer sur la Comilog, que l'homme avait déjà détruit, hein, ce chemin de fer-là. Il n'avait jamais su entretenir ce chemin de fer et il a brisé donc l'économie du Congo. Aujourd'hui, avec des sources des minerais que le pays a, comme le fer de Zanaga et le fer de Mosenjo, va donc demander éventuellement que les infrastructures soient réhabilitées pour permettre, si vous voyez, l'exploitation de ce minerai dans de véritables conditions. Vous voyez, chers amis. Mais vous voyez que l'homme a eu l'argent du Congo. Permettez-moi simplement de poser cette caméra. Voilà. Voilà. Simplement, un instant, chers amis, c'est ça aussi les magies du direct. Il faut placifier les caméras. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous voyez que l'homme nous dit qu'il a amené des priorités sur des infrastructures, mettre des infrastructures de base avec tout l'argent qu'il a eu et les coopérations chinoises qu'il a eu à faire. Mais il a failli dans les infrastructures de base. Parce que si, en 2005, il se décide de mettre en place un code minier, il avait dans sa petite tête l'exploitation du fer de Zanaga, l'exploitation du fer de Mayoko, et puis au niveau du nord là-bas, ça veut seulement dire qu'il allait mettre la priorité dans les investissements des infrastructures qui devaient donc permettre aux compagnies qui viendront exploiter ces fers-là dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que faciliter au moins le transport du minerai vers ces régions jusqu'au port de Pointe-Noire. Mais il ne l'a pas fait. À la place, il a construit une fausse route Brazzaville-Pointe-Noire où
toutes les voies, franchement, se croisent, se rencontrent, où il y a des accidents énormes. Et donc, s'il veut vouloir utiliser cette route comme étant aussi cette route qui permettait d'extirper le minerai de Zanaga pour le ramener à Pointe-Noire, vous voyez que quel serait donc le trafic? On va saturer cette route et ça va donc augmenter le nombre des accidents au niveau de cette route parce que c'est une route qui a été construite pas dans des normes internationales. Vous voyez, chers amis, donc la priorité que Sassou nous dit que oui, il a pensé aux investissements de base, en réalité, il n'a pas pensé aux véritables investissements de base. Les investissements de base, c'est ce qu'on appelle des véritables autoroutes qui devaient donc lui permettre d'aller chercher ce minerai-là dans ces régions-là. Donc, il allait désenclaver toutes ces régions, éventuellement par le système de transport, le système de communication, et aussi donner l'autonomie d'énergie à ces régions. Parce que pour exploiter ces minerais, il nous faut des grosses quantités d'énergie. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que cet homme, il est là, il ne vise qu'un seul objectif, c'est de vendre le minerai. Comme vous allez voir tout à l'heure, c'est simplement de vendre les minerais du Congo, les gisements à des compagnies étrangères, et lui, il va avoir son pourcentage, et le peuple congolais va simplement continuer à demeurer dans la souffrance générale. Revenons donc sur le fer du Zanaga, parce que tout à l'heure, nous venons de vous montrer cette carte. Nous allons donc aller chercher le fer de Zanaga. Voilà. Le fer de Zanaga, d'une manière générale, le gisement de Zanaga, le gisement de Zanaga est divisé en deux permis d'exploitation. En deux permis d'exploitation. Il y a ce qu'on appelle Zanaga Manzumu. Zanaga Manzumu. Donc, c'est une zone qui a une superficie de 500 km², où on retrouve des grandes quantités en produits de fer. Et puis vous avez donc la zone qui est de Zanaga, Bambama. Ça aussi, c'est une zone qui a une superficie de plus de 500 km². Mais nous avons essayé de vous présenter la petite carte ici, parce que pour ceux qui sont intelligents, ils peuvent toutefois aller regarder pour aller regarder. Nous avons simplement essayé de vous présenter, de vous faire cette petite démonstration. Là, nous partons de Sibiti à Bambama. Sibiti à Bambama. Donc, mais Sibiti, en réalité, Sibiti à quelques kilomètres de Loudima. Donc, Loudima, c'est là où on devait censé avoir le chemin de fer Congo-Océan. Donc, déjà, la route Sibiti-Loudima, ça a été goudronné, mais on peut vous dire que ça a été goudronné dans les années, peut-être, on ne sait même pas, peut-être 80, 81. Et puis, il faut le dire que tous les véhicules se rencontrent sur la même voie. Donc, les accidents, encore là, c'est une catastrophe. Et les entretiens sur ces routes-là, nous ne savons même pas si ces routes-là sont entretenues. Donc, comme vous le voyez, je vais simplement essayer d'agrandir pour vous montrer à peu près de quoi nous sommes en train de parler ici. Donc, Zanaga, c'est Sibiti, je vais simplement essayer de réduire un tout petit peu. Comme vous le voyez ici, Sibiti est là. Donc, si vous voulez aller à Zanaga, vous allez donc prendre une voie qui va vous emmener vers les Mapati. Je crois que le docteur Dieudonné Goma doit être content. Et aussi, Makila Mabé doit être contente aussi. Donc, ça va vous emmener à Mapati. Quand vous arrivez à Mapati, il y a comme un carrefour. Il y a une voie qui va vous emmener vers Komono. Bon, ça c'est sûr, nous sommes dans la Lekumu. Et puis, il y a une autre voie qui va vous emmener vers Mondili, Mbiki et Zanaga. Éventuellement vers les Komono, il y a aussi un raccourci qui peut vous emmener vers Zanaga. Mais non, Bambama, nous sommes vers la frontière du Gabon. Donc, quand vous arrivez à Bambama ici, là, vous rentrez quasiment au Gabon. Maintenant, si Sassou a été un homme sérieux, cette route-là devait être goudronnée. Éventuellement, nous devons avoir une autoroute qui devait partir de Loudima jusqu'à Bambama, jusqu'à Zanaga, voire même Bambama, pour nous permettre de bien exploiter le fer de Zanaga. C'est-à-dire mettre une autoroute où vous avez 2 voies aller ou 3 voies aller, 3 voies retour, et les véhicules ne se rencontrent pas sur la même voie. C'est ce qu'on appelle investissement intelligent pour le futur, pour vous permettre d'aller chercher ces richesses que nous avons ici de la partie Zanaga ici. Bon, maintenant, si vous voyez, vous êtes du côté de Mosenjo, donc du côté de Mayoko, vous voyez que Mayoko, vous êtes à Mosenjo ici, pour aller à Mayoko, c'est à peu près là.
Donc Mayoko est proche de Mbinda, Gabon. Donc c'est là où devait passer le chemin de fer, je crois, de la Comilor jusqu'à Mbinda, parce que jusqu'à Mbinda, Gabon. Vous voyez? Mais malheureusement, vous avez un homme qui a brouillé cette route-là, qui n'a jamais construit les autoroutes dans cette partie du sud, mais qui veut aller chercher donc le minerai du fer. Je vais simplement aller en 3D pour certainement bien vous montrer ces localités. Je vais essayer simplement de réduire un peu. Comme vous le voyez, Sibiti est là, vous partez de Zanaga est là, Bambama est là, et donc Mosenjo est là, éventuellement toute cette partie, c'est la partie du Gabon. Oui, chers amis, donc pour des gens qui ont une vision de leur pays et qui pensaient aller exploiter les minerais, hein, ces gens-là devaient donc simplement aller en réalité, passer d'abord par des investissements. Vous voyez tous les investissements chinois que nous avons vus avec des municipalisations accélérées, ce sont ces routes-là, des routes économiques, ce qu'on appelle les boulevards économiques pour un pays intelligent, des boulevards économiques. Mais il ne l'a pas fait, ce monsieur. La priorité, c'était construire un palais présidentiel, une petite route, un petit aéroport, là où il va aller dormir, il va sortir avec les femmes de ces départements-là. C'est ça, c'est ce qu'il fait. Alors, et puis vous avez là un homme qui pense donc aller chercher les minerais. Donc, comme on l'a dit, le fer du Zanaga, il y a deux grandes zones. Il y a ce qu'on appelle la zone avec un permis d'exploitation qu'on appelle Zanaga Bambama. C'est une superficie de 500 km². Et puis une autre zone qu'on appelle Zanaga Manzumu, une superficie de 500 km². Bon, la capacité du fer de Zanaga, hein, on parle entre 3,4 milliards de tonnes. Comprenez bien ça, hein, chers amis. Entre 3,4 milliards de tonnes et 6 et quelques milliards de tonnes en fer. Hein, chers amis. Donc, comprenez bien ces capacités qu'on vous donne. Hein. La capacité, la partie étudiée, où on a fait des études de faisabilité, ça a démontré que ce fer-là a une capacité minimale, hein, minimale de 4,34 milliards de tonnes en fer. Milliards de tonnes. Oui, chers amis. Et puis, c'est un fer de haute qualité. De haute qualité. Donc, on nous dit que, d'après les études de faisabilité, la concentration du fer est de 67%. Hein, ceux qui connaissent un peu les études, allez-y à Google, vous pouvez simplement taper 67% de concentration de minerai de fer. Nous sommes dans la partie haute qualité, là où vous avez le fer, quasiment le fer pur. Il n'y a quasiment pas d'impureté. Et ça, c'est un fer qui va coûter très cher sur le marché mondial. Aujourd'hui, la tonne de fer, j'ai essayé de regarder, c'est entre 85 et 90 tonnes, $90 la tonne. Vous voyez? Et si là, vous aviez près de 4 milliards de tonnes, vous comprenez que c'est une exploitation. Et puis, vous avez aussi ce que nous appelons des conglomérats. Donc, on peut extirper d'autres minerais à partir de ces conglomérats qui représentent quasiment 65%. Mais, si vous essayez de regarder du point de vue traitement, bon, la compagnie qui a pensé exploiter ce fer de Zanaga a essayé de mettre en place ce que nous appelons des stratégies de production, ce que nous avons appelé la phase A et la phase 1 et la phase 2. Donc la première phase consiste de pouvoir exploiter plus de 12 millions métriques tonnes, 12 millions métriques tonnes de ce minerai. Et puis la deuxième phase va constituer simplement d'exploiter 18 millions de métriques tonnes. Donc ça, c'est dans la première phase, on peut considérer qu'il y a 30 millions de métriques tonnes qu'on veut vouloir extirper. Donc extirper simplement, ouvrir d'abord le minerai, prendre d'abord cette partie, mettre sur le marché. Comme ça, on va déjà avoir le capital entre les mains. Oui, comme ça, nous allons avoir le capital entre les mains. Donc, en réalité, si nous essayons de regarder, pour prendre ce fer au niveau de la zone de Zanaga, il faut donc qu'il y ait des infrastructures. Donc, la compagnie a pensé mettre en place deux projets. Le tout premier, soit de construire le chemin de fer qui devait partir de Zanaga jusqu'à Pointe-Noire,
éventuellement essayer de prendre la partie Zanaga, peut-être passer par Sibiti jusqu'à Lodima, ou encore partir de Zanaga, se raccorder au chemin de fer Comilog, réhabiliter ce chemin et amener le minerai jusqu'au port de Pointe-Noire. Et puis éventuellement, à partir de Pointe-Noire, puisque le port actuel de Pointe-Noire est un port saturé, il fallait donc construire un deuxième port au niveau de Pointe-Noire. Donc c'était à 9 km du côté nord de Pointe-Noire, donc en réalité vers la pointe indienne, ou encore la zone de Konkwati. Donc vous vous souvenez, hein, quand nous avons déjà dit que Sassou était en train de vouloir construire avec des Chinois un port maritime avec une base navale militaire chinoise à niveau de Pointe-Noire, éventuellement. Et là, nous sommes, là, nous allons vous présenter les documents. Comme nous sommes dans le baie vitré, hein, nous présentons les documents qui nous permettent de démontrer la véracité de nos informations. Maintenant, si vous voyez, ça c'était tout simplement la partie description. Mais avant que nous ne rentrons, il faut d'abord que nous partons dans l'historique. Comment nous sommes arrivés à avoir une compagnie à Zanaga? Et quelles sont les parts du Congo pour se faire de Zanaga? Donc, au départ, il y a ce qu'on appelait Mining Project Development Congo. Donc, c'est une compagnie congolaise, écoutez bien, chers amis, qui était donc détenteur de ces permis qu'on avait octroyés. C'est depuis au mois de mai 2007 que cette compagnie était donc une compagnie qui détenait les permis d'exploitation. Écoutez bien ça. Donc cette compagnie, c'est Mining Project Development Congo. Mining, retenez ces noms-là. Allez-y Google là. Nous voulons savoir qui sont ces gestionnaires de cette compagnie-là au Congo. Cette compagnie-là appartient à qui? On va vous le dire ici. Hein? On va vous le dire ici. Et donc retenez. Donc Mining Project Development Congo. Si vous voulez abréger, c'est MPD-Congo. MPD-Congo, qui était donc le propriétaire de Zanaga. Est-ce que les sages de Zanaga ont été consultés? Les ressortissants de Zanaga ont été consultés? La diaspora du Zanaga ont été consultés? Quand vous avez un projet un très grand projet comme celui-là, tout le monde doit être impliqué. Il faut que les Congolais qui ressortent de ce département. Il faut qu'il y ait des experts congolais dans la matière. Il faut que le peuple congolais dans son ensemble doit être consulté. Ce n'est pas Sassou qui est en train de traiter son petit truc dans son petit bureau de Oyo là-bas, là où le peuple congolais ne participe même pas. Même pas les populations de Zanaga ne savent même pas ce qui est en train de se passer dans leur terre. Ou tout simplement on les embrouille en leur donnant des petites miettes et tout, mais en réalité ils ne savent pas la véritable version de ce qui est en train de se passer dans leur département. Donc, on le dit, le 8 mai 2007, Mining Project Development Congo, donc MPD, obtient donc les licences d'exploitation du fer de Zanaga. Et ces permis ont été encore renouvelés à cette même compagnie le 8 mai 2012, renouvelés par le régime de Sassou en 2012. Ce qui est quand même curieux, c'est que déjà, cette compagnie était déjà filiale de la compagnie mère, qui n'existait pas encore à cette époque-là. Était déjà filiale d'une compagnie étrangère, qui n'existait qu'on ne connaissait pas encore. On ne connaissait pas encore. Donc, éventuellement, cette compagnie qui a donc pris Mining Development Congo, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Zanaga Iron Ore Company Limited, qui s'était fusionné avec une autre compagnie que nous appelons Garbet. Et Garbet, c'est une compagnie qui est basée sur les îles britanniques. Je vais simplement aller vous chercher. J'ai préparé un petit truc pour vous. Comme ça, vous allez comprendre à peu près de quoi je suis en train de parler, pour que nous soyons dans la même longueur d'onde ici dans cette présentation. Parce que ça, c'est très important, ce que nous sommes en train de faire ici. Je vais simplement tourner la caméra. Hein. J'ai donc fait une présentation et j'ai donc fait l'organigramme de
de cette présentation. Comme vous le voyez, ce que nous avons appelé Mining Project Development Congo, qui était donc la compagnie congolaise, détentrice des 2 permis d'exploitation du fer de Zanaga. Et donc, cette compagnie avait obtenu ses permis le 8 mai, comme nous avons dit, 2007, et ses permis d'exploitation des 2 zones d'exploration de Zanaga ont été renouvelés le 8 mai 2012. Et cette compagnie, déjà, depuis 2007, était déjà la filiale de la compagnie mère que nous appelons ici Zanaga Iron Core Company Limited. Cette compagnie est enregistrée aux îles britanniques, ce qu'on appelle Britain Virgin Islands. Tu vois, c'est enregistré aux îles britanniques. Mais nous savons tous que, selon les Panama Papers que nous avons lus, les îles britanniques étaient souvent considérées comme un petit paradis fiscal. Donc, on est en train de vous emmener vers une direction, vous allez comprendre. Voilà. Cette compagnie est enregistrée aux îles britanniques. La compagnie, puisque par le biais de sa filiale du Congo, que nous appelons Mining Project Development, MPD-Congo, qui était propriétaire des permis d'exploitation du Congo, donc forcément, cette compagnie détient aussi les 100% des permis d'exploitation du Congo, du fer de Zanaga. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Zanaga Iron Core va donc chercher de l'argent pour aller faire les études de faisabilité. Zanaga Iron Core n'a pas d'argent, donc il va donc chercher les financiers. Donc la compagnie qui va donc consulter pour apporter le financement, c'est cette compagnie que nous appelons Extrada. Voilà, Extrada. Donc nous allons simplement vous tourner cette filiale. Donc Extrada vient donc financer les permis de faisabilité du fer de Zanaga avec une possibilité, comme vous le voyez ici, mais en réalité Extrada c'est quoi? Extrada c'est une compagnie australienne, vous voyez, qui vient donc financer les projets de faisabilité de mine de Zanaga avec bien sûr 50% de share, 50% des revenus, plus un share dans la compagnie mère. Donc en réalité, comme vous le voyez ici, Zanaga Iron Core, qui avait déjà acheté la filiale congolaise que nous appelons Mining Project Company, en réalité, s'est fusionné avec 3 autres compagnies pour former ce que nous appelons Jumel Limited. Et cette fusion-là, Jumel Limited, est aussi basée aux îles britanniques. La fusion de Jumel Limited, c'est Zanaga Iron Ore qui s'est fusionné avec ça. Et avec cette compagnie que nous appelons Garmet, c'est aussi une compagnie qui est enregistrée aux îles britanniques. Et puis Guava, et cette compagnie Guava est enregistrée à l'île Maurice. Donc, la fusion de Zanaga Iron Core, de Guava et puis de Garbet ont formé donc ce que nous appelons Jumel Limited. Et cette Jumel Limited est basée aux îles britanniques. Et donc, Jumel Limited reçoit donc le financement de Extra Project Limited qui apporte donc les capitaux pour financer les études de faisabilité du fer de Zanaga. En apportant les capitaux, cette compagnie a la possibilité de pouvoir détenir 50% de la compagnie, plus une part dans ce que nous appelons les shares, plus une part des revenus de ces Jumel Limited. Vous voyez? Comme vous le voyez, Jumel Limited, aujourd'hui, a aussi des extensions de compagnies. Une partie qui est basée sur les îles Maurice, et l'autre partie, donc c'est Jumel Technical, donc c'est cette compagnie qui s'occupe de tout ce qui des problèmes techniques liés à l'exploration et à l'exploitation du fer de Zanaga. Et éventuellement, ici, là, c'est ce que nous avons donc dit, Mining Project Development Congo, donc c'est une filiale de ça là, et éventuellement, quand vous le voyez ici, la participation du gouvernement, on peut dire que ça c'est une participation future
peut-être minimum 10% dans la compagnie, ce que nous appelons Zanaga Iron Core. Comme vous le voyez, la légende ici, ça c'était les futurs. Donc, futur part du gouvernement, 10%. Et éventuellement, ça c'est des compagnies qui existent déjà. Donc, chers amis démocrates africains, comme vous êtes en train de, comme nous sommes en train de le dire, mais en réalité, ces compagnies qui se forment là ont été créées selon la loi des îles britanniques et puis la loi de l'île Maurice. Mais nous savons que d'après les Paradise Papers et puis les Panama Papers, tout ça avec l'affaire de, si vous voulez aller Google, Total, Likwala SA, hein, Google, allez-y à YouTube, vous tapez Likwala SA, vous allez donc aller regarder l'histoire de Likwala SA, la magouille pétrolière qui se fait entre la compagnie Total, la compagnie Eni et le régime de Sassou. Vous allez donc comprendre en réalité les lieux où ces compagnies-là ont été créées en ce qui concerne la gestion de ces minerais de fer. Donc on peut simplement dire qu'aujourd'hui, si vous parlez de Jumel Limited ou de Zanaga Iron Core Company Limited, en réalité c'est la même compagnie. Hein, c'est la même compagnie. C'est simplement, on essaie de vous faire perdre dans la piste. Hein. On vous fait perdre dans la piste. Parce que quand vous rentrez là, on vous fait perdre dans la piste. On vous fait perdre dans la piste. Maintenant, je crois que bon, j'ai envie de vous présenter un petit tableau pour que vous compreniez en valeur qu'est-ce que ça représente. Hein. En valeur, qu'est-ce que ça représente. Hein. J'ai essayé de... en réalité, qu'est-ce qui s'était passé au temps d'achat? La valeur boursière, hein, ce que nous appelons les économistes qui comprennent un peu ces chiffres, la capitalisation de cette compagnie au niveau de la bourse de Londres. Parce que déjà depuis 2007, quand la compagnie a été créée, ils ont déjà tout évalué, ils ont déjà placé la compagnie au niveau du marché boursier, avant même que l'exploitation ne commence. Parce qu'ils avaient déjà estimé, et c'est des spécialistes. Donc éventuellement, quand vous mettez la compagnie sur le marché boursier, vous allez certainement déjà s'attendre à des capitaux qui arrivent. Maintenant, du point de vue capitalisation boursière, en réalité, Zanaga Iron Core est une compagnie qui est capitalisée, on peut le dire en pound, en 2007, à 441 millions 823 421 000. Mais en CFA, donc c'est une compagnie, du point de vue valeur boursière, a été élevée à 335 milliards de francs CFA, 585 millions 163 et 427. Vous voyez? Donc c'est quand même une compagnie qui est un costaud, on peut dire un costaud du point de vue capitalisation boursière. Hein. Donc c'est une compagnie qui était en réalité une compagnie qui pesait beaucoup. Voilà. Donc je vais simplement essayer de regarder. Ce que vous devez comprendre, d'après, bon, j'ai pas envie de rentrer en ce qui concerne les parts de marché, mais non, si vous essayez de regarder les dirigeants de cette compagnie, hein, Zanaga Iron Core, qui sont ces dirigeants? Mais éventuellement, il y a un conseil d'administration qui est mis en place, qui est dirigé par un Sud-Africain qu'on appelle Clifford. Et puis vous avez les autres administrateurs qui suivent. Et puis vous avez aussi des consultants ou encore des employés qui ont une très grande expérience dans le domaine de mines dans les pays d'Afrique francophone. Éventuellement, beaucoup de gens sont partis de la Guinée, hein, comme des anciens employés de Rio Tinto, vous voyez, chers amis. Donc ce sont eux-là qui sont maintenant au niveau de Zanaga. Mais les actionnaires, hein, les actionnaires,
les plus importants dans cette compagnie, c'est éventuellement ce que nous avons dit, c'est les Garbed, qui est une compagnie basée sur les îles britanniques, ce que les Paradise Papers et les Panama Papers sont considérés comme un paradis fiscal. Et puis vous avez Guarva, ce que aussi les Panama Papers et les Paradise Papers ont considéré comme étant un paradis fiscal éventuellement qui est basé à l'île Maurice. À l'île Maurice. Vous voyez, donc vous comprenez que les pistes, on fait déjà perdre les pistes aux Congolais. Voilà. Et donc, voilà. Ce que les Congolais doivent savoir, hein, ce que les Congolais doivent savoir. Pour exploiter le fer de Zanaga, il va falloir mener des stratégies. Où vous allez construire un chemin de fer, comme on venait de le dire, où vous avez pompé le minerai à travers un pipeline. Donc, en réalité, excusez-moi, il y avait eu donc un projet de construction c'est toujours pris en considération. Je vais simplement aller vous montrer quelques cartes. Que normalement, les moyens de base devaient être faits par le pays de résidence, donc le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, il devait y avoir un pipeline qui devait partir donc au niveau de la zone d'exploitation et venir donc à Pointe-Noire. Ou encore un chemin de fer qui devait partir de Zanaga jusqu'à Pointe-Noire. Mais le problème, c'est que Sassou Nguesso ne l'a pas fait. Donc, les infrastructures de base, l'endettement qu'il a eu à faire, il ne l'a pas fait. Donc, selon le dernier rapport de Zanaga & Co, le dernier rapport qu'ils ont fait, je vais simplement aller le chercher parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Ça, c'est le rapport de 2018. Je vais simplement aller lire la date pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. 2017. Je vais aller regarder sur le 2018. Pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Le rapport de 2018, voilà, donc je vais simplement aller regarder. Voilà. Voilà. Donc, le tout dernier rapport qu'ils ont fait en 2018, je vais voir la date et puis je vais vous le présenter. Je cherche simplement la date pour présenter aux amis qui nous regardent. Voilà. Non, pas celui-là. Je crois que de 2017. Hein, je vais simplement aller regarder. Ça a été publié. Le 28 juin 2018. Donc, pas longtemps. Là, je suis dans les documents, dans les rapports publiés par Zanaga & Co. Or, comme vous le voyez, je suis dans le rapport de Zanaga & Or de 2017. Mais c'est un rapport qui a été publié, comme vous le voyez ici, le 28 juin 2018. Le rapport le confirme encore, le minerai de qualité avec la concentration en fer, comme vous le voyez, la concentration en fer est de 67,4% avec des faibles impuretés. Dans ce rapport, comme vous le voyez, il était question de développer le chemin de fer. Mais ce que nous voulons aux amis, Sassou avait un projet, hein, c'est-à-dire que comme nous l'avons dit dans l'un de nos directs sur la construction du port de Konkwati, donc aujourd'hui ça change de forme, mais en réalité c'est un deuxième port qui va inclure les zones économiques, vous voyez, qui vont inclure l'exploitation de tous les minerais, non pas seulement le minerai de fer, mais aussi la potasse, le cuivre, ainsi de suite, vers les zones de Mfouati là-bas, ainsi de suite. Et puis, dans la partie pôle, donc la construction du nouveau port devait donc incorporer tous les minerais qui seront exploités, qui ont déjà été cartographiés et dont déjà des compagnies ont déjà fait des études de faisabilité.
dans le projet de Sassou, il était question de construire ce port, mais les Chinois avaient posé une condition, que nous ne pouvons pas venir jeter nos investissements, sans pourtant que nous puissions mettre en place une base navale. Éventuellement, cette base navale militaire chinoise devait se retrouver dans la partie Konkwati, hein, chers amis. Et la section du port qui devait s'occuper du minerai de fer devait se retrouver donc à 9 km de Pointe-Noire, donc à la pointe indienne. Hein, à la pointe indienne. Éventuellement, cette compagnie chinoise que Sassou avait consultée, par l'intermédiaire de la filiale de Zanaga Iron Ore qui vit au Congo, cette filiale que nous appelons Mining Project Development Congo, donc MPD Congo, vous voyez, était déjà rentrée en connivence, en collaboration avec la compagnie chinoise que nous appelons China Road and Bridge Corporation, vous voyez, pour construire donc, pour mener les études de faisabilité de la construction du nouveau port de Pointe-Noire, que vous voulez, port de Pointe-Noire, port Pointe-Indienne en République du Congo. Et donc, il y a eu un arrangement qui a été fait, et en même temps, Zanaga Iron Ore est rentré en connivence, en coopération, en contrat avec des grandes compagnies, ce que nous appelons comme des Glencore, comme de Extrada, comme de Rio Tinto, pour aller chercher donc ce fer de Zanaga. Éventuellement, je vais simplement aller un peu plus bas. Donc ici, simplement, je suis en train de vous présenter les preuves. Vous voyez. Donc la compagnie chinoise, ce que nous appelons ici China Road and Bridge Corporation, China Road and Bridge Corporation, est en train de chercher les financements pour donc aller exécuter ce projet de la construction du port, du deuxième port de Pointe-Noire, basé au niveau de la pointe indienne. Voilà, donc, comme vous le voyez ici, je vais simplement essayer de vous lire pour que vous compreniez. In order to assist in advancing the development of the new mineral port dedicated to the iron ore and potash and phosphate industry in the Republic of Congo, the Zanaga project team has increased its engagement with China Road and Bridge Corporation. Bon, voilà, donc ici on nous parle seulement de éventuellement toutes les compagnies qui sont en train d'exploiter les mines au Congo sont donc rentrées en coopération avec cette compagnie. Donc cette compagnie est en train d'aller chercher donc éventuellement des financements au niveau des banques chinoises pour qu'elles puissent obtenir les financements nécessaires qui nous permettraient donc de pouvoir construire ce port au niveau de Pointe-Noire. Donc comme vous le voyez ici dans ce titre, New Mining Port in Pointe-Noire Indienne. Donc vous le voyez éventuellement c'est ce port au niveau de la pointe indienne. Donc si comme vous le voyez ici, je vais simplement essayer de lire ça rapidement que vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler pour que les gens ne disent pas où est-ce que tu es allé chercher ces informations. The mining company have been informed by the, ça c'est Chinese Road and Bridge Company, is engaged in discussion with the Chinese funding institution, particularly China Exim Bank, in respect of the financing of the proposed new port development. Donc vous voyez que c'est ce fameux port que nous sommes en train de vous dire ici. Et puis aujourd'hui, la compagnie Zanaga Iron Ore a reçu même le 7 novembre 2017 éventuellement ce que nous appelons le permis environnemental pour commencer à extirper le fer au niveau de Zanaga. Donc vous voyez que ce permis environnemental qui le délivre, c'est éventuellement le régime Sassou qui le délivre. Est-ce que le régime de Sassou, avant de pouvoir octroyer ces permis, a fait l'étude de faisabilité environnementale, ce que nous appelons, pour essayer de regarder, puisque une partie du fer va être traitée à Zanaga, mais les déchets de ce traitement partira d'où? L'eau qu'on va extirper dans la zone là, ça va partir où? Est-ce que ce sera de l'eau qui sera traitée avant de les déverser dans nos rivières ou dans les forêts de la Lékoumou? Est-ce que tout ce travail a été fait? Je ne pense pas, parce que le régime de Sassou s'en fout éventuellement de la vie des populations. Est-ce que on a essayé de regarder le côté santé des populations? En cas de catastrophe environnementale, est-ce que les populations sont couvertes?
est-ce qu'il y a des structures médicales appropriées pour assurer le traitement des populations? Non, nous savons que la région de la Lukumu n'a pas un hôpital. Hein. Personnellement, moi j'ai vécu dans la région de la Lukumu, mon père a travaillé là-dedans. J'ai connu pas mal de gens de Sibiti. J'ai fait l'école Jean-Jacques Moya, le collège Jean-Jacques Moya de Sibiti. Vous voyez, donc je connais bien cette région de la Lukumu, tous ces villages-là, les districts-là. Vous voyez, chers amis. Déjà, quand vous êtes à Sibiti, vous ne pouvez même pas aller à Mapati, là, c'est compliqué. Les routes sont cassées, les ponts, c'est en planche. En planche, excusez-moi, c'est en planche. Vous voyez, il n'y a pas un hôpital, il n'y a même pas une mort. Quand quelqu'un meurt à Sibiti, si cette personne a des moyens, il faut laisser le corps à Dolizi ou à Nkaï. Vous voyez, chers amis, il n'y a pas un hôpital général dans la Lukumu. Clément Mwamba, qui est aujourd'hui le premier ministre de Sassou, le sait éventuellement. Vous voyez, Sassou qui est allé signer ce contrat de Zanaga Iron Corps à Sibiti même, avec les Mvuba et tout ce monde. Ils le savent, mais ils s'en foutent éperdument. Quand on fait l'étude, on octroie un permis environnemental, ce sont des experts qui travaillent en connivence avec le régime de Sassou ou le gouvernement de Sassou qui évaluent les conditions des citoyens. Quels sont les revenus que les pays, les citoyens vont bénéficier dans cette région? Vous voyez, les écoles au Zanaga, il n'y en a pas à Zanaga. C'est la catastrophe, comme d'ailleurs dans tous les autres... excusez-moi, tous les autres secteurs du pays. Vous voyez, donc on octroie un permis environnemental, on n'évalue pas le traitement des eaux, où est-ce que les déchets vont être déversés, est-ce qu'il y aura des industries de traitement de tout le déchet que le traitement du mineur de fer, nous connaissons les dégâts que ça crée des cancers, ça crée plusieurs choses quand on les déverse dans les eaux ou quand ça pollue les terres. Hein? Quelles seraient les récompenses pour les populations? Non. On a octroyé le permis. Voilà. Et nous allons certainement vous faire jouer une petite vidéo. Comme ça, vous allez comprendre de ce que ce monsieur dit. Mais ce que nous avons déjà dit même dans la première vidéo, le transport de minerais, la compagnie avait évalué de possibilités, c'est-à-dire éventuellement construire un chemin de fer et mettre en place ce qu'on appelle slim pipe. Donc slim pipe, c'est un pipe haute pression qui devait donc pousser le minerai en forme liquide depuis Zanaga jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'au leur nouveau port, éventuellement en mettant en place des stations de pompage pour booster le minerai. Oui, chers amis. Mais, là encore, l'étude environnementale a été effectuée par qui? Par la compagnie seule. Est-ce que les gens de Sassou étaient là? Non. Est-ce que les Congolais des autres régions, les chefs de département, les Kalakayandouenga de ces départements ont été impliqués? Est-ce que la diaspora a été impliquée? Non. Sassou fait ces choses, c'est comme si le Congo lui appartient. Bon, imagine un peu, s'il y a bris de pipeline avec ces minerais, quels sont les déversements que nous allons voir des minerais dans ces terres, de ces départements-là où passera les pipelines? Vous voyez, chers amis? Donc nous pensons que si vous êtes un régime intelligent, vous devez normalement pousser pour le chemin de fer, parce que le chemin de fer va être une valeur ajoutée à votre économie. Une fois la compagnie finit son exploitation, la compagnie va se tirer. Et vous allez rester avec ce pipeline, va vous servir à faire quoi? Ça serait des terres et des terres que ce pipeline-là va passer, qui sera un monument pour prier Sassou. Hein? On pousse, c'est le régime, comme on fait les Guinéens. Alpha Condé a poussé pour le chemin de fer, il a obtenu. Vous voyez, chers amis? Mais Alpha Condé n'était pas bête, il est venu chercher l'argent chez qui? Chez Sassou. Il a investi donc l'argent qu'il est venu prendre chez Sassou, dont la construction du chemin de fer. Il a donc dit aux multinationales qui sont arrivées que bon voilà, nous ne voulons pas de ce pipeline parce que nous allons protéger notre peuple, nous allons protéger nos terres, parce que ça aura on peut dire l'empreinte environnementale sur le pays. Ça va changer des vies, ça va changer des citoyens. Nous poussons pour le chemin de fer parce que c'est un revenu, les gens vont continuer à utiliser ça même après le départ de la compagnie, même après 50 ans. Ça s'en fout, ils s'en foutent du sud du Congo. Il vous dit, vous les sudistes, fuck you, excusez-moi de l'expression, il vous dit, allez vous faire foutre. Je vous détruis, ce qui compte pour moi, c'est l'argent. Et tous ces cadres du sud là sont derrière Sassou. Mais levez-vous,
Levez-vous, chers amis, on vous le dit, levez-vous. Mwamba, lève-toi. Les populations de Sibiti, de l'Alekoumou, levez-vous contre Mwamba, contre Sassou, parce que c'est inacceptable. Vous n'avez même pas été associés. Oui, chers amis. Donc, le pipeline va rester déversement, catastrophe environnementale, comme nous sommes dans un pays dirigé par des gangs, par des gens qui utilisent des muscles. C'est encore les armes qu'on va vous sortir pour empêcher que les gens manifestent. C'est ça la réalité, comme un peu les armes qu'on a sorties à ces populations de Pointe-Noire par le péage de Mengo, avec leur corps, on les a sortis encore, on les a encore bandit des armes. C'est ça la réalité. Il faut que le peuple congolais puisse comprendre. Hein? Un pays, un chef d'État ou un gouvernement intelligent et conscient doit voir ses intérêts. C'est-à-dire, on voit le pays pas dans un temps T, mais dans un temps T+1. C'est comme ça qu'on évolue. Oui, Sassou pense qu'il a vendu le permis. Mais déjà, la compagnie Mining Project Development Congo, qui était détenteur de permis, il faut le dire qu'il a vendu ces permis-là à combien? Il les a vendus à combien? Qui a pris l'argent? Alors c'est ça, hein, chers amis. Mais ces compagnies, quand vous le voyez bien, ce sont des compagnies qui sont rattachées au Nguesso ou rattachées à Pierre Oba, son ministre des Mines. C'est ça la réalité, hein, chers amis. C'est ça la réalité. Donc, on le dit, au lieu que tout l'argent qu'il a eu avec des Chinois, au lieu qu'il puisse investir dans la construction du chemin de fer pour permettre l'exploitation de ce minerai, non, il a pris l'argent, il l'a mis dans ses poches et il va envoyer les populations. Parce que la construction du chemin de fer, ça sera un chemin économique pour le Congo. Ça va enclaver les zones, ça va désenclaver le pays. Ça va désenclaver le pays. Ça va booster l'économie. Donc, les marchandises vont continuer à circuler. Ça va diminuer le chômage. C'est un revenu qu'il apporte à l'État congolais. L'État congolais serait capable de payer ses pensionnaires parce qu'il aura maintenant des revenus qui rentrent. C'est ça la réalité. Vous avez vu dans la charte que nous avons présentée, le gouvernement 10%. Mais si vous essayez de regarder la totalité des investissements, en termes de milliards, on nous parle de 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars américains, ça représente quoi pour un État congolais? Pour que l'État soit détenteur de cette compagnie à plus de 80%. Mais on ne peut pas se permettre de vendre les minerais à une compagnie et vous n'avez que 10%, vous attendez. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et là encore, c'est la difficulté énergétique. Sassou n'a pas construit des énergies. Et cette compagnie, qui vient donc pour exploiter, va donc chercher des voies et moyens pour mettre en place des structures énergétiques. Mais si cette compagnie n'a pas de moyens, cette compagnie va donc prendre l'énergie où? Au Gabon. C'est ça la réalité. Il va piocher l'énergie au Gabon. Et ça fait un manque à gagner pour le Congo. Parce que si le Congo avait sa propre énergie, le Congo devait vendre l'énergie à cette compagnie. Ça ferait des gains donc de l'emploi aux Congolais. Mais vous aviez un malade mental hein, qui dirige le Congo, qui n'a aucune vision pour ce pays. Il va falloir que les gens qui n'ont aucune notion économique, on n'est pas obligé de faire des grandes études. On a eu des grands commerçants au Congo qui n'ont jamais fait des études économiques, mais ils sont bons dans la comptabilité d'argent. Ils sont bons dans ce que nous appelons investir. Et sur le retour sur l'investissement, il ne faut pas croûter l'argent du Congo comme on croûte le maïs ou les graines d'arachide. Il faut investir pour recevoir. Tu ne peux pas brader le pays, parce qu'il faut le dire que cette compagnie détient les parts. Et puis tous ces grands joueurs qui se sont ajoutés, des gens comme des Glencore, ils sont propriétaires à 100%. Le Congo va bénéficier de quoi? Puisqu'ils vont même investir, même la construction du fer, du port, de Chinese Road Bridge and Corporation, tout ça. C'est une compagnie chinoise, donc ça sera en réalité un port chinois au Congo. Le Congo n'aura aucun contrôle de ce port. Ce sont des Chinois qui vont contrôler ce port. Donc, c'est comme un peu le territoire chinois dans le Congo. Et cette compagnie chinoise-là va charger de l'argent aux miniers. Et l'État congolais aura quoi? Rien du tout, chers amis. Donc, Sassou va brader ce pays-là, les Chinois qui ont construit, puisque c'est une infrastructure qui est restée dans notre pays. Et donc, en réalité, les Chinois vont rester là des années et des années pour récupérer leur argent et qui ne reviendra jamais au peuple congolais. Pour Sassou,
Ce qui est plus important pour lui, c'est l'argent qu'il a vendu les minerais, tous les minerais du Congo. Alors, peuple du Congo, qu'on se réveille. Nous avons tous vu tout à l'heure un gouvernement fictif qui circule sur les médias sociaux où il a placé son fils dans ce gouvernement-là, le nouveau gouvernement Mwamba, comme le ministre des zones économiques et spéciales. Mais c'est quoi l'importance de ces zones économiques et spéciales? Mais éventuellement, ils sont en train de viser l'exploitation de mines de Zanaga. Vous allez entendre, je vais vous faire jouer la vidéo, pour un début, hein, on évalue à 30 ans d'exploitation. 30 ans d'exploitation. Peuple du Congo, écoutez bien ce que je vous dis. 30 ans d'exploitation. Donc les Nguessous se préparent encore à vous piétiner pendant 30 ans parce qu'ils ont vu la manne est en train de couler vers du côté du Zanaga. 30 ans d'exploitation. Donc les Nguessous seront là. La gestion des zones économiques spéciales, c'est quoi? C'est-à-dire gérer un peu l'activité autour de ce nouveau port-là. Des entreprises qui viendront s'installer. Éventuellement, comme d'ailleurs avec des cargaisons fantômes, hein, comme déjà avec des cargaisons fantômes, avec les cargaisons fantômes du pétrole qu'ils ont l'habitude de faire, il y aura aussi des cargaisons fantômes de minerais de fer et qui ne sera pas contrôlées. Parce que toutes les options, on nous le dit ici qu'il y a des options qui consistent à faire un peu comme du remorquage, c'est-à-dire qu'il y aura des tankers, hein, des gros cargos en haute mer et des petits cargos viendront chercher la petite quantité au niveau du port actuel pour aller donc les déverser dans les gros cargos en haute mer. Mais ça, c'est des cargos qui vont disparaître. Le Congo ne sera même pas capable de savoir combien de tonnes ont été chargées dans ces tankers. Alors, qui va gérer tout ça? Le contrôle. Mais c'est le fils de Sassou, avec ses zones économiques spéciales. Si seulement s'il n'est pas, on vous l'impose pas comme président. Donc, il va déjà gérer l'activité minière là. Les rentrées d'argent, les sorties d'argent, c'est lui qui sera au contrôle. Donc, économiquement, vous êtes foutus, peuple du Congo, si vous ne boutez pas dehors ce Sassou-là. C'est ça la réalité. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je vais rapidement vous montrer... Bon, ce qui est encore très, très compliqué, c'est que le tout dernier rapport que je viens de vous montrer, de Zanaga Or, est maintenant en train d'envisager de sortir le minerai par le Gabon. Hein, parce qu'il va falloir que nous vous montrons les preuves. Sortir le minerai par le Gabon. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura même un manque d'emploi pour les Congolais. Parce que le minerai ne fera plus le Congo. Le minerai ne ferait même plus le port de Pointe-Noire. C'est-à-dire que le port de Pointe-Noire ne verra rien quand le minerai va passer. Donc la taxation ne verra rien. Il n'y aura aucun contrôle. Le minerai passera en visage. Le Gabon fait partie des potentialités. Donc je vais simplement essayer d'aller regarder. Voilà, je vais vous montrer les preuves parce qu'il va falloir que... Il faut parler. Hein. Ce rapport-là, ça existe dans leur website. Il faut simplement aller chercher. Vous allez aller le regarder. Et puis, et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de lire. A number of factors have shifted to the Zanaga project benefit in the last few years, including robust iron ore demand in China and increased pricing for benchmark iron ore. Je vais expliquer en français après. Record price premiums for high quality iron ore product above benchmark price level. Maintenant, on dit ici upgrading of rail, road and transportation infrastructure, particularly across the border from Zanaga in Gabon. Vous voyez, chers amis. Donc, je vous le dis ici, c'est-à-dire que le projet de Zanaga Encore aujourd'hui a beaucoup d'intérêt. Le prix de l'or, du minerai de fer a augmenté, sur le marché. Et puis, éventuellement, le prix est devenu très élevé par rapport à la qualité du minerai. Et on vous dit la potentialité de pouvoir transporter le minerai à travers les frontières en passant par le Gabon. Nous allons encore aller vous le lire ici pour que vous compreniez en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Je vais simplement essayer d'aller prendre la partie essentielle. Hein? Il faut que vous compreniez ça, chers amis.
Donc, il faut que vous compreniez ça. On le dit ici, hein, transportation and logistics, donc le transport et la logistique. Je vais simplement le lire en anglais et puis je vais après le traduire en français. The Zanaga project team has been evaluating potential road and rail route from Zanaga mining site to the exit port either in Pointe-Noire, in Republic of Congo, or Owendo, close to Libreville, Gabon, which would be used for the EP project. Donc, on vous le dit là, donc ils sont en train de le dire, qu'ils sont en train d'exploiter parce que la coopération entre Sassou avec cette compagnie chinoise qu'on appelle China Road and Bridge Company n'arrive pas à trouver les financements avec cette affaire du FMI. Les Américains sont maintenant en train de mener la pression au niveau des États, au niveau de la Chine. Tout le monde est en train de monter, se rend compte qu'il y a une mafia développée énorme. L'argent que ça souhaite aller s'endetter auprès des Chinois, en réalité les Congolais n'ont rien vu. Les infrastructures de base que Sassou est venu faire la publicité est en train de s'auto-détruire seules. Les populations manquent quasiment de véritables conditions de route. Et cette compagnie, China Road Bridge, n'est pas capable de trouver les financements parce que là, les yeux du monde sont en train de regarder la Chine et le Congo. Et donc, Zanaga et encore se rendent compte que non, mais nous avons tant des investissements, des compagnies, des gens privés, des grands comme des Glencore sont rentrés, comme des Rio Tinto sont rentrés, les Extrata sont rentrés. Alors nous ne pouvons pas simplement compter sur Sassou avec sa coopération avec la Chine, quand même que ces multinationales-là ont essayé même de coopérer avec les banques chinoises pour qu'on donne des fonds nécessaires à cette compagnie chinoise pour qu'on puisse avancer rapidement avec la construction du port, du deuxième port de Pointe-Noire, des ports minéraux, hein, on peut le dire, sur le port minéral de Pointe-Noire. Mais il n'y a pas les capitaux, il n'y a pas l'argent, parce que les banques chinoises, quelque part, sont aussi coincées. Et donc, qu'est-ce que Zanaga a encore fait? Mais il faut trouver des chemins alternatifs, parce que vous avez des investissements des gens. Il faut trouver donc le Gabon. Et puis, comme nous savons que le Fonds monétaire international avait donné un prêt au Gabon, et donc une grande partie de ce prêt, c'était de réhabiliter le chemin de fer. Est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait de la manne qui devait couler du côté du Congo, potentiellement, parce que le Fonds monétaire international ne donne pas un prêt comme ça? Vous voyez? Donc, le Gabon est en train d'aménager les infrastructures ferroviaires. Et donc, puisque Zanaga est à quelques kilomètres de Bambama, qui est à la frontière du Gabon, ils sont même en train de préparer des structures nécessaires, des véhicules nécessaires, et cette tronçon de route entre Zanaga, le point d'exploitation de mines, jusqu'au Gabon, et puis prendre donc le train qui va arriver à la frontière, juste à la frontière, charger le minerai et l'envoyer par le port du Gabon, par le port peut-être de Port-Gentil. Oui, chers amis. Et donc là, le Congolais est encore embrouillé par Sassou, est encore menti par Sassou. Les emplois que les pauvres populations avaient pensé obtenir, ils ne peuvent plus en tout obtenir. Donc c'est un gain qui fuit à l'État congolais. Mais les gains est doublement, c'est-à-dire les taxes qu'on paye au port, les importations, les exportations de tous les produits liés au traitement de minerais, ça ne va plus passer par Pointe-Noire. Et donc ça va passer par le Gabon. Nous, on n'aura rien du tout parce que ça soit signé un contrat minier qui facilite ces compagnies-là de faire rentrer le projet. Donc, les compagnies de transport du côté du Congo n'auront rien, ouais, chers amis. Et, en fin de compte, les Congolais qui devaient travailler, qui devaient donc payer les IRPP, donc les taxes à l'État, ne pourront plus payer parce qu'ils n'auront pas d'emploi. C'est un gain qui s'échappe à l'État parce que vous avez en face un homme qui n'a aucune vision pour son pays. Oui, chers amis. Et ça, c'est ça la vérité. Donc, je vais vous lire ces choses-là, parce qu'il faut que le peuple congolais comprenne que on ne se bat pas parce que nous voulons faire le show sur les médias sociaux. Mais c'est une réalité, hein, chers amis. Je vais encore le lire ici. Hein. Je vais encore le lire, comme ça vous allez comprendre. Hein. Zanaga EPP project envisages a tracking approximately 170 kilometers from Zanaga mining site to the Trans-Gabonese Rail
side in Franceville, Gabon. Donc vous voyez que l'Espagne est déjà en train d'envisager simplement de mettre des véhicules, hein, des véhicules, donc de mettre une route qui va leur permettre, quasiment on parle de 170 km en partant du site de Zanaga, jusqu'au point de chargement, jusqu'au point de chargement de rail, hein, jusqu'au rail, jusqu'à quasiment à 170 km. Donc vous voyez que l'option du Congo n'est plus dans l'équation, Donc nous allons simplement, et puis cette compagnie est en train de demander à ses amis d'ajouter un peu les capitaux pour essayer parce qu'ils ont même dit que l'option là va diminuer le capital cost, donc les coûts liés à l'exploitation. Donc ça sera un gain pour les investisseurs. Et les investisseurs, c'est ce qu'ils aiment. Les investisseurs, c'est des prédateurs. Ils aiment gagner de l'argent. Ils aiment là où, quand ils investissent dans un projet, ils sentent qu'il y a moins de dépenses et ils gagnent beaucoup. C'est cela les investisseurs. Donc si vous avez un chef, en guillemets, chef d'État, qui n'a aucune notion économique, n'a aucune vision économique, mais on va vous rouler dans la farine. Voilà pourquoi nous sommes face à un pervers qui est en train de mener le Congo droit dans le mur et personne n'ose se lever. Et là, on nous apprend que Boaé en France pour aller essayer de dédouaner Sassou. Mais soyons sérieux, chers amis. Nous allons encore vous lire cette période de faisabilité. On va vous dire déjà, ça c'est le rapport de 2018, hein, donc on a publié en 2018, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce port de Pointe-Noire ne voit pas le jour, mais les travaux d'exploitation avancent énormément. Quand vous avez Republic of Congo Logistics Solution for EPP Project. Voilà, donc on le dit, in the Republic of Congo, the project team are investigating the viability of the tracking material from the mining site to the port of Pointe-Noire, or pursuing a combination of transportation solutions, including road transportation to the railroad line in Mosenjo, where it will be taken by rail to the port of Pointe-Noire. One of the Zanaga neighboring exploitation projects has commenced operation in May 2018 to transport iron ore along this railroad line to the port of Pointe-Noire. Donc vous voyez que ça c'est une autre option, c'est-à-dire que on peut simplement essayer de transporter le minerai par véhicule en partant de Zanaga jusqu'à Mosenjo et éventuellement utiliser le chemin de fer de Mosenjo jusqu'à Pointe-Noire. Mais nous connaissons aussi ces conditions de ce chemin de fer jusqu'à l'autre là. Donc c'est une option. Et on nous dit que déjà il y a une partie qui a déjà commencé depuis mai 2018 qui transporte déjà une partie de minerai à Pointe-Noire. Donc vous voyez que depuis 2018, il y a déjà un peu de minerai qui est en train déjà de passer par le port de Pointe-Noire. Donc, bon voilà. Donc, voilà. Access remaining considering of Zanaga project discussion have been taken for both Libreville. Bon, voilà, donc il dit qu'il y a des discussions qui sont en train de se prendre place avec soit le Gabon ou le Pointe-Noire, mais on vous le dit, avec la plus grande partie, puisqu'ils ont déjà parlé de phase 1. La phase 1, c'est de déplacer 12 000 métriques tonnes de fer par année. Et puis la deuxième phase, c'est 18 000 métriques tonnes de fer par année. Vous voyez que c'est une très grande capacité que le port de Pointe-Noire n'est pas capable de pouvoir retenir. Et encore là, le port actuel de Pointe-Noire, vous avez qui? Est géré par qui? Par Bolloré. Donc le Congo n'aura rien du tout, chers amis. Vous voyez, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vous dire dans cette solution-là. Bon, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement essayer de vous jouer une petite vidéo. Comme ça, c'est en anglais, mais je vais faire la traduction. Parce qu'il va falloir que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Comme ça, nous allons tous être sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, je vais vous jouer cette petite vidéo. Comme ça, nous allons tous être sur la même longueur d'onde. Vous allez comprendre de quoi le monsieur est en train de parler. Je vais interpréter avec ma petite connaissance d'anglais et ma petite connaissance de français d'abord. Donc, je vais simplement essayer d'augmenter, d'ouvrir la page. Et puis, je vais essayer de... Voilà, donc...
Chers amis, c'est une situation compliquée parce que, bon, c'est une situation compliquée, mais on n'a pas le choix. Il faut en parler. Il faut en parler pour que notre peuple soit informé de cette affaire-là. Donc, je vais simplement essayer de cliquer et puis on va voir ce que ça va donner. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Un instant. Hello again, we're talking to Andy Treyer, who's Head of Business Development at Sanaga Iron Ore here at Proactive Investors in London. And welcome to you, Andy. Tell us about your assets in Congo. Where is it exactly and what have you got there? So important distinction to make up front, Polly, is that we're talking about Republic of Congo, that's not the Democratic Republic of Congo, two quite... Bon, il dit, on lui a posé simplement question, où se trouve votre business. Il dit simplement que nous sommes ici en train de parler de la République du Congo et non de la République démocratique du Congo. Voilà. Different countries, former French colony. We've been active in the country for a very long time, approximately 15 years. We have studied our asset extensively. We've done more than $350 million of technical study work. Bon, voilà, donc il dit que nous avons été dans ce pays quasiment pendant plus de 15 ans. Nous avons mis en place quasiment plus de 300 millions de dollars américains dans ce projet. Et voilà, donc nous allons continuer d'écouter. Voilà. The project, and we have a joint venture partnership with Glencore, one of the largest mining and trading companies in the world. Bon, voilà, donc il dit que nous avons une collaboration de travail avec Glencore, qui est l'une des compagnies, une très grande compagnie dans le domaine minier à travers le monde entier. So it's a very interesting asset. It's unique in that it's this very well understood, very well defined. Voilà, donc il dit que le business que nous avons, il est très intéressant, c'est très bien connu, c'est très bien défini, c'est très intéressant. Voilà. Project that's partnered with a major mining company. So it's obviously an iron ore asset. What are the grades that you've got down there and how are you going to get it out? So the material... Bon, where is it exactly? Bon, voilà, donc... Attends. What have you got there? So important distinction to make up front, Polly, is that we're talking about Republic of Congo, that's not the Democratic Republic of Congo, two quite different countries, former French colony. We've been active in the country for a very long time, approximately 15 years. We have studied our asset extensively. We've done more than $350 million of technical study work on the project, and we have a joint venture partnership with Glencore, one of the largest mining and trading companies in the world. So it's a very interesting asset. It's unique in that it's this very well understood, very well defined project that's partnered with a major mining company. So it's obviously an iron ore asset. What are the grades that you've got down there and how are you going to get it out? So, bon, voilà, donc là il dit, bon, éventuellement, le business que vous êtes en train de parler, c'est, il s'agit du minerai de fer. Comment vous allez aller là-bas, comment vous allez donc sortir ce minerai du Congo, voilà. The material we plan to produce is planned to be a very high-grade material. It's important to make that distinction because in the iron ore market today, these different types of materials are traded at different prices. So, bon, voilà, donc il dit que le produit que nous allons sortir, c'est un produit de très grande qualité en concentration de fer. Et il faut savoir que dans le marché que nous avons, il y a plusieurs types de matériaux, mais celui que nous sommes en train de parler, il est très bon. Voilà, donc nous allons continuer de l'écouter. Benchmark product, 62%, trades at about $90 a ton today, whereas... Bon, voilà, donc il dit simplement la vente d'une tonne est à partir, c'est autour de $19 aujourd'hui. Mais là, c'est une vidéo, je crois, de 2000, je ne sais pas, je vais vous parler de la date après. Donc voilà, donc nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de nous dire. The product that we're planning to produce is going to be very high grade, high iron content, 66% iron and very low. Bon voilà, donc le produit que nous allons produire, c'est un produit très bon avec une très grande concentration en fer, 66,6% de fer. Voilà, nous allons donc continuer. Impurities, and that's very important. Voilà, donc il y a moins d'impuretés, donc ça c'est très important. Today, because there have been a number of supply disruptions out of Brazilian supply and in Australia, and that's led to a shortage of material in general, and in particular in China we have this environmental crackdown today that is causing steel mills to seek higher iron content, lower impurity product and reduce pollution levels.
Bon, voilà, donc il le dit en comparaison avec des compagnies, des mines en Australie et en Brésil, ce que nous allons faire au Congo, il est totalement différent. Et puis, connaissant les stratégies du marché aujourd'hui, en Chine, où vous avez des problèmes de pollution, il est très important d'avoir des produits de bonne qualité, sur ce qui aurait fait du bien à l'environnement. Voilà, nous allons continuer d'écouter. Important as well, as you say, to underline the geographical context of this. The Republic of Congo, a stable jurisdiction, as against the DRC, which of course everybody continually sees in the news and is unstable. Well, Bon, voilà, donc comme moi je vais répondre à ces gens-là après, pour faire ma petite analyse. La femme lui dit, ce qui est très important, il faut noter que vous parlez du Congo, là où vous avez la stabilité, on peut dire la stabilité juridictionnelle au Congo, ce qui est totalement différent au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous allons écouter ce qu'il va dire. We'd like to, criticize other jurisdictions, but we're very happy in Republic of Congo. It's been an unbelievably supportive government to us. Voilà, donc lui il dit, ce monsieur qu'on appelle Andy là, il dit bon, nous ne voulons pas critiquer les autres juridictions, mais nous avons dit que nous avons eu beaucoup de support au niveau de la République du Congo, aussi beaucoup de support du gouvernement du Congo. Mais nous allons lui répondre tout à l'heure. We have a specific law that has been enacted and ratified by the Parliament of the Republic of Congo just for our project, which is pretty unique. In other parts of the world. Lui il dit que ils ont reçu une loi qui a été ratifiée par le Parlement de Sassou Nguesso spécialement pour leur projet. Et donc il dit que ça a été vraiment très important et c'est très unique. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Even in Australia and Brazil, the fiscal and tax regime and legal regime changes all the time for these projects, and we're quite pleased that for the life of our project we have established a fiscal and legal regime. Bon, voilà, donc il dit en comparaison avec le Brésil ou dans plusieurs pays où vous avez des régimes qui changent, mais nous faisons face à un régime stable qui ne change pas. Donc vous comprenez, peuple congolais, voilà pourquoi ces gens-là ne veulent pas que Sassou quitte le pouvoir malgré la dictature et la répression. Oui, chers amis. Donc on va continuer d'écouter. Donc eux, ils sont très contents d'avoir un régime qui reste là, qui continue à supporter leur projet. Voilà. Is there that stability? You're right next door as well to Gabon, and you intend to fully make use of the World Bank funded infrastructure in that adjacent region. It's a very good point, and Polly. Bon, voilà. Donc il dit en ce qui concerne la stabilité, est-ce que vous avez l'intention de pouvoir utiliser les avantages du financement des infrastructures au Gabon par la Banque mondiale et puis le Fonds monétaire international? Et donc ça c'est la question que la femme pose au monsieur. Et donc le monsieur dit, ça c'est une question très intéressante. On to what's happened over the last week, which we've been building up to over a number of months. In 2014 we completed extensive study work on a very large project that involved construction of big infrastructure. It was around $2.2 billion of capital cost to build the project. Bon, voilà, il dit qu'en 2014, nous avons fait une étude de faisabilité d'un très grand projet avec la construction des grandes infrastructures avec un capital de près de 2,2 milliards de dollars. However, at that point in time, there was a collapse in commodity crisis, and the challenges of that meant that we had to really, cut costs, put that project on hold for the moment, and go into a deep permitting phase. With mining projects, it's very important to have all of your permits in place. Bon, voilà, donc il dit à ce moment-là, il y avait eu quand même une baisse dans le marché. Il était question donc d'essayer de regarder, de diminuer les coûts liés à l'exploitation et de mettre le permis, de mettre le projet un peu en attente. Mais là, avec les permis que nous avons obtenus, il était très nécessaire d'aller en avant. Voilà, on va continuer d'écouter. Before you start construction, we have an environmental permit in place, we have a mining license, and we have this law for our project that establishes the... Bon, voilà, donc il dit que nous avons eu le permis environnemental, nous avons eu la licence, nous avons eu la loi qui a été votée par le régime de Sassou pour nous, et donc il est très important d'aller en avant. Fiscal and legal regime. Now, what we've also done is we've said to ourselves, well, there's been this huge amount of investment by the IFC, which is the International Finance Corporation,
Bon, il a aussi dit que nous avons aussi essayé de regarder de notre côté, puisque nous avons eu beaucoup de dépenses à faire, et puis nous avons aussi regardé les fonds d'investissement par la Commission internationale de finances. Voilà. Of the World Bank that has gone into expanding the railway line just over the border in Gabon. Voilà, donc avec le fonds, avec la Banque mondiale qui devait donc expandre le réseau ferroviaire du côté de la frontière du Gabon. Also a new port that's being built in Gabon. Et aussi il y a le nouveau port qui est en train d'être construit au niveau du Gabon. Of course, for the big project, we're still aiming to use a Congolese infrastructure development program. Bon, voilà, il dit que pour ce projet, nous avons toujours l'intention d'utiliser les infrastructures au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, on va continuer d'écouter. For that big project, but we suddenly realized here was our opportunity to build something that was smaller in scale. It's still approximately $110 million of. Bon, voilà, il dit que bon, là, nous avons eu une opportunité de continuer avec le projet, de construire quelque chose qui était très petit, mais qui devient grand, et avec moins de coûts à 110 millions de dollars. Capital cost to build it. So it's still a big project and a big mine, but we would leverage the existing railway and port infrastructure just over the border that's been improved and expanded. Voilà, donc il a dit qu'avec ces investissements que nous pensons qui est quand même très peu en comparaison avec ce que nous avons estimé, nous avons toujours pensé qu'il est important de pouvoir ramener l'extension vers de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc c'est clair là, il vous le dit. The outcome of that might be, I'm guessing now, that it would help finance the larger project. Is that Absolutely, you the hit sense the nail on behind the it? head. I mean, obviously there's some of the benefits of getting into production in a shorter time frame. We're looking at about 2 years of construction on this 1 million ton project versus 4 years of construction on the big project. Bon, voilà, donc là il dit qu'il est très important de pouvoir continuer l'exploitation. Nous sommes en train de regarder avec 2 ans de construction, donc d'exploitation, pour la première phase que nous avons dit, qui est de 12 millions de métriques tonnes, et puis la deuxième phase, nous sommes en train de regarder 4 ans pour les 18 millions de tonnes métriques. Reduced capital cost. Et ça va réduire les fonds liés à l'exploitation. Is very different. We're not planning to build big transportation infrastructure. Voilà, donc il a dit que nous avons planifié de ne pas construire, écoutez bien ça, chers amis, nous avons planifié de ne pas construire un très grand réseau d'infrastructures. Il le dit, hein, il est clair. Hein. We're planning to subcontract all of the transportation infrastructure associated with the operation. Even the transport of the material out of the mining ore body itself. Effectively, what we're doing is creating a factory on top of our iron ore resource. We have this gigantic iron ore resource in the ground. It's 7 billion. Bon, voilà, donc il le dit clairement que nous avons pensé mettre des contracteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils vont contracter tout le travail lié au transport. Donc en réalité, au-dessus de leur projet d'exploitation de mines, ils ont aussi créé des industries parallèles. Donc ils ont planifié de contracter tous les travaux liés au transport du minerai. Donc eux, ils ne vont pas s'occuper du minerai, du transport. Ils vont contracter ça, ce qu'il le dit d'une manière claire. Donc c'est le contracteur qui va décider où qu'il va utiliser le chemin du Congo, le chemin du Gabon. Mais ce qui est clair, le contractuel va essayer de réduire ses coûts liés à l'exploitation. Donc, il va choisir le chemin le plus facile et le plus moins cher. C'est celui du Gabon. And you've drilled the iron ore body thoroughly, haven't you? You know what's there. We know where every grain of iron ore is in our ore body. We understand it. Bon, voilà. Donc, la dame le demande. Donc, vous avez déjà percé ou perforé le puits ou le gisement. Et le monsieur dit, nous connaissons où se trouvent tous les grains de fer sur cette mine-là. Very well. What we Nous know connaissons is ça très bien. unlock that ore body by starting to mine it. Voilà, donc nous allons, notre intention c'est de tout ouvrir et commencer à produire le minerai. A mining contractor will transport material to the plant. We will convert the material into that very high grade saleable product that I mentioned. Voilà, donc nous allons mettre des contractuels qui vont transporter les produits de minerai à l'industrie auxiliaire, donc le traitement, l'industrie du traitement, et puis ils vont donc transformer ces matériaux en produits concentrés de fer, voilà.
and we will hand the product over to trucking companies that Ils will vont donc truck the remettre product le to the matériau railway. aux compagnies de transport, hein, donc des compagnies des véhicules, qui vont donc transporter le minerai jusqu'au là où se trouve le chemin de fer. And over there, it's the railway and port guys who take control. So we turn ourselves Et après c'est la compagnie ferroviaire qui va s'en occuper. Donc, encore, je répète, les compagnies contractuelles vont mettre dans les véhicules pour déplacer le minerai à la petite industrie de transformation de traitement qu'ils auront sur place, et après reprendre le minerai, les ramener au niveau du chemin de fer, et après c'est la compagnie de chemin de fer qui va s'en occuper, qui va s'en occuper. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. This processing plant, as a result of that, it's also very important to consider the options available to us in financing, because if we are focused on the plant, there are multitudes of options in terms of project finance and equipment finance that we can now explore that will reduce the actual cost to us, that $110 million potential capital cost that I was talking about. If we can actually equipment finance... Bon, voilà, donc je ne vais pas jouer la vidéo. Je crois que le monsieur lui dit que à la dernière minute, il dit simplement, la dernière phrase, il est très important pour nous de prendre tous les avantages nécessaires et de simplement réduire les coûts liés à l'exploitation. Ça donnerait l'avantage à notre compagnie, ainsi de suite. Donc vous voyez que le monsieur, il est très clair, comme il a dit, comme je venais de le dire ici. Le transport, ce n'est pas eux qui vont s'en occuper. Ils vont contracter ce boulot. Le transport du chemin de fer, ils ne vont pas s'en occuper. Et c'est qu'ils savent que nous avons mis tant de tonnes métriques dans ce transport, nous allons recevoir tant de tonnes métriques et le client là-bas va recevoir tant de tonnes métriques. Donc vous voyez que maintenant, ce qu'il faut comprendre, toutes ces compagnies de transport autour vont être gérées par qui? Mais certainement d'Enguesso aussi sera là les contractuels de ces compagnies. Donc vous voyez que le peuple congolais est toujours dans le noir, dans le flou, ne comprend toujours rien, ils continuent à vénérer leur Dieu qui est Sassou. Maintenant, moi je vais répondre à ces gens-là. Nous ne sommes pas contre l'exploitation des minerais, ça c'est ce que nous voulons, nous tenons à réitérer. Nous ne sommes pas contre l'exploitation des minerais du Congo. Mais seulement l'exploitation des minerais du Congo est en train de se faire au mauvais moment, par un régime qui a une réputation de mauvaise gestion, une réputation de fraude, de pillage, une réputation de gabegie financière, une réputation de non-transparence. Et ça, c'est démontré par le Fonds monétaire international, c'est démontré par la Banque mondiale, c'est démontré par le Club de Paris, le Club de Londres, démontré par tous les financiers, tous les créanciers du Congo. Et donc, pour Zanaga Iron Ore Company Limited, vous ne pouvez pas venir nous inventer sur les mérites de ce régime de Sassou Nguesso. Si le régime de Sassou Nguesso vous supporte, parce qu'ils ont leur gain. Souvenez-vous que ces compagnies-là, que nous sommes en train de vous parler, sont des compagnies qui sont enregistrées dans l'île britannique, qui est considérée comme un paradis fiscal, et puis à l'île Maurice, qui est considérée comme un paradis fiscal. Et nous connaissons comment Claudia a fait pour s'acheter un appartement là, dans l'immeuble Trump. Éventuellement, elle est passée par ces mêmes pays, ces mêmes paradis fiscaux pour débloquer de l'argent du Congo. Donc vous voyez qu'en réalité, des gens comme les, comme des Pierre Oba, les Sassou Nguesso, les fils des Sassou, tous, ils sont des actionnaires, mais ils n'ont jamais rien déversé, même les 10% de la compagnie. Comme vous avez, ce monsieur l'a dit, que le régime de Sassou leur supporte à voter même une loi spécifique. Quels sont les parlementaires du Congo qui ont lu ce contrat minier avec Zanaga Iron Ore et qui sont allés voter cette loi à 100%? Est-ce qu'ils connaissent le contenu de ça? Isidore Mvuba doit nous mettre en public, doit nous publier cette loi qu'ils ont votée spécifiquement pour cette compagnie-là. C'est ça qui est la vérité. Et puis, il y a un nom aussi que je vais citer, un avocat qui est à Pointe-Noire, un avocat congolais, Célestin Foutou. Célestin Foutou, ça c'est ce nom-là, qui, ce monsieur représente, est le représentant juridique de Zanaga Iron Ore
à Pointe-Noire, ou encore de ce que nous avons appelé Mining Project Development Congo à Pointe-Noire. Ce monsieur a un cabinet d'avocats au rond-point Lumumba, au rond-point Kassai, pardon, au rond-point Kassai, à Pointe-Noire. Hein? Ce monsieur-là doit nous dire, il doit publier aux Congolais, parce qu'il faut le dire que tous les Congolais qui se cachent là, nous sommes en train de vous identifier. À un certain moment, vous allez nous dire toute la mafia et la magouille qui se passe à l'intérieur là. Donc on le dit, c'est Célestin Foutou. Je vais simplement essayer de retrouver mes notes, parce qu'il faut le dire qu'il faut citer des noms ici. Et nous sommes prêts à affronter les tribunaux pour ça, parce qu'on ne peut pas accepter que nous faisons face aux Congolais qui travaillent avec Sassou, aux Congolais. Maître Célestin Foutou, il est le représentant juridique de cette compagnie au niveau de Pointe-Noire. Donc il faut le dire, peuple du Congo, retrouvez-nous Célestin Foutou, il a des comptes à rendre, Maître Célestin Foutou, il a des comptes à rendre, il doit nous expliquer aux Congolais comment on est parti de Mining Project Development Congo, comment cette compagnie a eu à obtenir ses licences, quels sont des frais qui ont été payés au gouvernement du Congo, et tout à coup, patatras, et cette compagnie est devenue donc une filiale de Zanaga Iron Ore Company Limited. Il doit nous expliquer ça. Et qui sont ces partenaires-là, les 10% du Congo, là, qui sont ces partenaires-là? Pourquoi ces compagnies-là sont basées à l'extérieur dans les paradis fiscaux, donc ce que nous appelons l'île britannique ou encore l'île Maurice, hein? Pourquoi pas au Congo? Et quand vous essayez de regarder, cette compagnie-là, qu'on appelle de Mining Project Development, a quelques employés au Congo, mais nous ne savons même pas ces gens-là travaillent où. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Sassou ne sera jamais la transparence parce qu'il est dans la corruption. Nous voulons dire à ces investisseurs-là, qui est venu inventer, qui sont dans un régime stable au Congo, mais ils ne voient pas les répressions policières, ils ne voient pas la répression militaire de Sassou. Un pays stable, le Congo est un pays stable. Le Congo n'est pas un pays stable. Hein? Le Congo est un pays stable par rapport à quoi? Vous avez un peuple qui est souffrant et vous êtes content de venir faire ce genre de vidéo pour nous dire que le régime de Sassou vous a supporté parce que le régime de Sassou a vu son compte, parce qu'il y a eu la corruption. Nous le savons qu'il y a eu la corruption. Il y a eu la corruption. Vous avez eu un permis environnemental. Dans quelles conditions ce permis a été émis? Est-ce que dans l'exploitation du fer de Zanaga, il y a un projet de construire l'hôpital général à Zanaga ou à Sibiti, dans ce département de la Lokoumou? Est-ce qu'il y a ce projet? Il n'y a même pas ce projet. Vous voyez? La consommation en énergie, on pouvait réhabiliter. Hein? Là, on nous dit qu'ils sont en train de compter sur la centrale à gaz de Eni qui va augmenter sa capacité à 400 mégawatts, qui va augmenter sa capacité à 400 mégawatts. Mais augmenter la capacité d'une centrale à gaz, ça signifie quoi? Augmentation des pollutions, donc l'augmentation de l'empreinte carbone. Et vous voyez que ce Sassou-là vous dit qu'il est l'expert du projet bleu, donc du projet environnemental. Et donc il est le protecteur de l'environnement. On l'a vu au sommet One Planet, courir comme un petit enfant. Il est devenu l'expert du fond bleu. Mais le fond bleu, c'est être protecteur de l'environnement. Mais pendant que tu es protecteur de l'environnement, tu augmentes l'émission de carbone en augmentant la capacité, puisque la centrale de Ndjeno est en train d'ajouter une deuxième turbine, ou peut-être une quatrième turbine, pour booster sa capacité à plus de 400 ou 600 mégawatts. Alors, faire ça, ça veut seulement dire que tu vas augmenter le rejet du carbone à l'environnement parce que tu vas brûler le gaz, tu es en train de brûler l'hydrocarbone. Vous voyez, chers amis, quand tu brûles le méthane, tu reçois quoi? Tu as le CO2. Donc, c'est des grosses quantités. C'est augmenter les taux de maladie dans la ville de Pointe-Noire. Les pauvres populations de Pointe-Noire vont continuer à mourir. Alors qu'on pouvait encourager l'hydraulique, l'énergie hydraulique. Le Congo a des potentialités. On dit les potentialités du Congo est capable de produire plus de 14 000 mégawatts. 14 000 mégawatts avec l'énergie hydroélectrique. Donc vous voyez que le barrage du Sunda était l'option numéro 1. Mais il a préféré faire le choix où? Imboulou, parce que c'est chez lui là-bas. Tribaliste Mbossi. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que
la centrale qui pouvait produire assez d'énergie pour permettre à ces compagnies, aux miniers, de pouvoir avoir l'industrie, de pouvoir avoir, même construire le port de Pointe-Noire. Le Congo pouvait le faire avec tous les fonds que nous avons amassés. C'était les priorités. Si vous faites face à un chef d'État qui a une vision, à un homme qui a des visions pour son pays, on investit en réalité dans les routes, on ouvre les routes pour attirer des investisseurs, on construit des énergies pour attirer des investisseurs. C'est ça. On se dote des potentialités énergétiques pour attirer des investisseurs. Là, les miniers sont en train de chavirer de gauche à droite, chercher où est-ce qu'ils vont trouver de l'énergie, tripatouiller avec Eni pour augmenter les capacités d'énergie avec la centrale à gaz. Alors, augmenter la centrale, on le répète à Sassou. Sassou, tu n'es pas un protecteur de l'environnement. Tu te présentes en champion. Mais si Eni, la centrale de Eni est boostée à 600 MW, c'est des grosses quantités d'hydrocarbone, de carbone que tu vas rejeter à l'environnement. Donc tu ne protèges pas l'environnement. Donc ça ne sert pas que tu cours, lécher les bottes de Macron pour dire One Planet, lécher les bottes des présidents français. Parce que tu n'es pas le protecteur de l'environnement. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et quand nous disons cette vérité, on devient des méchants. On devient des gens qui veulent toucher à l'intégrité physique de Sassou. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, on fait face aux gens qui ne visent pas la nation, qui ne voient pas la nation en 3 dimensions. J'ai toujours dit que si vous êtes un patriote, un véritable patriote, c'est celui qui voit sa nation dans les 3 dimensions. C'est-à-dire, il ne voit pas ses affinités ethniques, il ne voit pas sa petite ville d'Oyo ou son petit aéroport de Lombo, mais il voit le Congo en 3 dimensions. Là, il est en train d'aller chercher le fer de Zanaga, le minerai de Zanaga. Mais il n'a pas prévu des infrastructures pour aller chercher ce minerai. Alors, c'est le Congo qui va donc manquer le gain parce que même l'énergie, certainement, va être tirée du Gabon. Donc, c'est le Gabon qui va commencer à vendre son énergie aux miniers. Et donc, la TVA qui est liée à l'énergie, c'est le Gabon qui va en profiter. Ce n'est pas le Congo. Le Congo n'aura rien, chers amis. Les emplois que nous allons manquer parce que le minerai va être dévié au Gabon, c'est l'État congolais qui manque de gains. Nous faisons face à un homme qui s'en fout. Pour lui, il a vendu le minerai, il a vendu le fer de Zanaga, il n'a rien à cirer pour le peuple congolais. Et de surcroît, il ne pousse pas pour un véritable projet qui est la réhabilitation ou la construction du chemin de fer. Parce que pour lui, il le dit, construire le chemin de fer, c'est de donner de l'emploi aux Congolais du Sud, là, les petits cons, là. Et il a des Congolais du Sud, là, des gens comme des Clément Mwamba, qui sont derrière lui. Nos frères de Sibiti, il y a un Mantango, il y a Benokutelama, Benokutelama Bampangi, il y a Mounou, il y a Sibiti, Mounou la Beno, Mounou Kepkebe. Certes, je suis un fils de la Bwenda, mais mon papa a travaillé à Sibiti, mon papa a aidé les gens de Sibiti. C'est ça la réalité. Donc, je suis aussi votre fils, je suis aussi le fils de Lalokoumou. Levez-vous. On n'est pas contre ces miniers. Les miniers sont pour rien, chers amis. Le minier, il vient pour faire son business. C'est d'abord ceux qui sont autour de hausser le ton et faire comprendre à ces miniers que vous aurez beaucoup plus de paix à extirper votre minerai, à faire votre travail, si nous travaillons ensemble, c'est-à-dire on lève des gens qui vous poussent à rentrer dans la fraude, dans la corruption. C'est cela, chers amis. C'est cela, chers amis. Nous ne sommes pas contre ces miniers, mais nous voulons dire à ces miniers, attention, ne venez pas vénérer le régime qui tue le peuple congolais. Ne venez pas dire que vous êtes supporté par le régime, parce que le régime là ne voit que son argent, ne voit que son intérêt d'argent. Donc, restez du côté du peuple congolais pour que nous puissions travailler ensemble, avancer tous ensemble, développer le Congo tous ensemble, à chacun aura sa part du gâteau. Mais comme vous le voyez, le contrat de la construction du port de Pointe-Noire ne verra pas le jour, parce que, comme on le dit, quand même que la Chine a donné des garanties pour mettre le Congo dans l'axe, comment ils ont même intitulé ça? Je vais essayer de retrouver ça, je ne sais pas si je vais essayer de retrouver ça. C'est éventuellement dans cet article-là, ils sont très clairs là-dessus, ils ont mis le Congo dans l'axe du dernier sommet que le président chinois venait de faire. Mais comme on le dit, comme les Américains sont debout, l'argent du Fonds monétaire international, nous en sommes clairs que si Sassou reçoit l'argent du Fonds monétaire international, en tout cas, ça va servir encore les intérêts des Nguesso. On le dit, peuple congolais, il va falloir qu'on se lève. Le fer de Zanaga va exploiter
une projection de 30 ans. Alors, si vous laissez encore les Sassou, les Nguesso, s'asseoir pendant 30 ans, contrôler le fer de Zanaga, contrôler le fer de Nambemba, Numon Nambemba, en collaboration avec le Cameroun, comme le dit plusieurs articles, alors, chers amis, vous êtes là en train de faire asseoir un régime d'Nguesso et le peuple congolais ne verrait rien parce que vous avez vu que entre 2004 et 2014, nous avons eu à faire d'énormes quantités de revenus sur les produits pétroliers, mais nous n'avons rien bénéficié. Et là encore, l'exploitation du fer qui devait rapporter beaucoup d'argent au Congo, mais le Congo risque encore de passer à côté. Vous allez encore là en train d'accompagner le régime Sassou à s'asseoir sur une mine de richesses et sans pourtant partager ces richesses avec le peuple congolais dans tout son ensemble. Oui, il y a des gens qui sont du sud ou du nord, qui sont complices de cette fraude, de ce vol organisé dans l'exploitation du minerai. Mais si le peuple congolais ne se lève pas dans son ensemble, véritablement ne comprennent pas les enjeux, que si eux ils menacent, ils dominent le pétrole, et ils ont fait du pétrole leur gain, là ils sont en train de faire les mines du Congo leur gain, alors là c'est compliqué. Vous êtes en train déjà de voir son fils se balader dans tout le pays avec entre guillemets les députés de ces autres départements. Il entre en réalité en mode campagne. Vous serez surpris quand on vous dit qu'il y a une élection présidentielle anticipée et qu'il est candidat. Éventuellement leur but c'est de s'asseoir là. Et les multinationales vous disent que ils veulent un régime politique stable. Pour eux, le Congo est un régime politique stable. Pourquoi le Congo est un régime politique stable? Parce que le peuple ne se lève pas. Malgré que ce peuple-là est souffrant, malgré que ces gens-là manquent de tout, mais ces gens-là ont accepté de vivre dans ces conditions. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre combien de fois on est pitoyable jusqu'à ce point, excusez-moi de l'expression. Mais vous manquez de tout. On vous voit seulement se plaindre. On a vu ce monsieur Angama Kosso. Je suis du Nord comme Bouya. Bouya et Sefessi Bouya. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton peuple de se lever contre ce Bouya-là? Et pourtant tu es souffrant. Tu as dit que tu étais un béret bleu, donc un militaire. Pourquoi tu ne te lèves pas? Militaire congolais, tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui si Sassou n'est pas là. C'est ça la réalité. Alors lèvons-nous comme un peuple uni, ensemble, chassons ces gens. Parce que si Sassou reste encore là, pendant les 30 ans d'exploitation du fer de Zanaga, et vous ne verrez rien, et vous continuerez à crier. Nous avons un cap, une limite, parce que chaque homme a ses limites. Nous avons dit, 2021, si ce peuple-là ne comprend pas le message, malgré l'instruction, malgré l'intelligence, malgré la grande information qu'on lui apporte, ce peuple-là ne se lève pas pour se libérer, c'est que ce peuple a accepté de vivre dans ces conditions. Alors pourquoi nous allons continuer à passer notre temps à faire tout ce travail de recherche, de vous apporter des informations réelles, de vous apporter ces preuves, et à la fin, ça ne va rien aboutir. Alors, peuple du Congo, la solution du Congo est entre nos mains. Vous savez, moi je le dis encore, beaucoup de gens vont peut-être le dire, Emmanuel Macron, le président français l'a dit, quand même qu'on se moque de lui, parfois, qu'il faut oser, chers amis. Si vous ne osez pas, vous n'aurez rien. Donc, peuple congolais, on veut vous présenter Zanaga Iron Ore Corporation Limited. C'est une multinationale, ils viennent pour faire leur business. Mais si vous ne chassez pas Sassou, vous allez encore s'asseoir là pendant 30 ans. Sassou va vous exploiter tous les minerais. Il va vous faire construire un pipeline qui sera un monument après les 30 ans. Ça sera un peu comme l'industrie de la potasse, vous vous souvenez? Les monuments sont restés là, avec des mines noyées. Et à la fin, le peuple va continuer à cailler. Pendant ce temps, vous avez des terres qui ont été brûlées, catastrophe environnementale totale. Alors, peuple du Congo, tant que vous ne vous réveillez pas, personne ne viendra vous sauver. La solution est congolaise, la solution ne viendra de personne. On vous le dit, battez-vous, luttez pour chasser Sassou. La solution politique, il n'y en aura pas. Vous avez vu, comme Isidore Ayatonga l'a dit, Boao vient en France avec un passeport diplomatique alors qu'il y a un décret présidentiel, un décret ministériel, qui dit qu'il n'avait pas droit à ce passeport. Mais il vient, c'est pour négocier, pour attirer encore les Congolais qui sont habitués aux miettes, qui sont habitués à la trahison, qui sont habitués à la destruction de ce pays. Pour eux, Sassou demeure le Dieu. Mais nous avons toujours dit qu'après Sassou,
ça sera le paradis pour le Congo. Parce que vous aurez des gens intelligents, conscients et sérieux, des véritables patriotes qui vont guider ce pays. Et cette vision-là, c'est la nouvelle jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse des mendiants, la jeunesse qui est fainéante, cette jeunesse qui ne bouge pas, cette jeunesse qui est toujours attachée à l'homme politique, pensant que c'est la politique qui doit te nourrir. Il faut d'abord que nous soyons une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui bosse, une jeunesse qui vise les intérêts, une vision, et non une jeunesse qui vit à un instant T. Alors, comme nous le savons, au Congo, nous vivons une crise générationnelle. Nous faisons face aux crocodiles qui ont décidé de croquer les jeunes. Et vous aviez cette jeunesse faible d'esprit qui ne veut pas se lever à l'étape de l'esprit, mais qui veut toujours continuer à demeurer prisonnier de cette caricature politique, cette vieille classe politique qui se transforme en crocodile. Ngolo vous dit quoi? Vous avez suivi Ngolo, hein? Ngolo est venu vous dire qu'il vise 2021. Satima Biala est aussi venu vous dire que 2021, vous connaissez tous, ils travaillent ensemble, ils ont pillé le Congo, ils vont toujours continuer à marcher. C'est une génération, hein. Ils doivent se protéger, ils doivent se protéger, ils vont toujours pousser Sassou devant. Et vous êtes toujours pris comme des moutons. Honte à tous ces jeunes du Congo qui continuent à suivre Sassou, même les jeunes du PCT. Regardez l'exemple de ces jeunes du Congo. Les jeunes du Cuba, ils ont eu la bourse, ils ont fermé les bouches des petits mbossi qu'on envoyait à Cuba. Nous nous sommes battus pour eux, nous avons dénoncé partout, on les appelait la bourse, ils ont tous fermé la bouche, ils ont oublié leurs frères qui sont au Cuba, plutôt au Congo, au Burkina Faso, à Marrakech, en Ukraine, en Russie, et au Gabon, un peu partout. L'égoïsme, c'est cela. C'est cela. Alors nous ne voulons pas de cette jeunesse-là, une jeunesse qui est manipulée, une jeunesse qui court derrière les miettes. Nous voulons de ces jeunes Congolais d'élite, de ces femmes congolaises d'élite qui vont être la solution de demain. Et cette solution passera par un moratoire. On le dit, le moratoire doit se faire. Moratoire politique à toute cette caricature politique, cette vieille classe politique, à tous ces gourous girouettes, ceux-là qui éventrent la jeunesse, ceux-là qui éventrent le Congo. Moratoire, plus question d'exercer le métier de la politique. Aucun homme politique qui vit au Congo est digne de cela, même dans cette diaspora. Il faut que ce soit des nouvelles élites, des jeunes capables de pouvoir diriger ce pays, des jeunes avec des visions qui apportera la vision économique, la vision industrielle pour développer ce pays. Alors, si vous continuez à compter sur Sassou, Sassou va vous emmener droit dans la tombe de Poro Poro, droit dans la tombe d'Edith. Nous avons refusé de se faire remorquer par Sassou. Voilà pourquoi nous combattons avec la plus grande énergie ce régime, ce système, ces individus morpions qui pillent, qui tuent, qui sont des véritables sanctions, qui sucent le sang du peuple. Alors, peuple du Congo, si vous ne comprenez pas le message d'aujourd'hui, nous avons une limite, c'est 2021. Sassou, vous encouragez Sassou, Sassou reste là, vous ne vous verrez plus jamais aux côtés de vous. Nous allons tourner la veste à autre chose. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit.